Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouveau podcast d'Ampara. Dans ce podcast, on a le privilège d'accueillir Greg Fink. Qui est sans doute le photographe de mariage français le plus connu et reconnu dans le monde. Il a atteint cette année un chiffre d'affaires record. J'ai enregistré à date 1,2 million, donc j'espère aller vers 1,4 million, 1,5 million. Et immortalise des mariages de personnalités qui nous semblent inaccessibles. Jusqu'à maintenant, le plus gros achievement, c'est le mariage de Charles Leclerc. On lui a donc posé cette question. Comment on en arrive à ce niveau-là? Ça commence pour moi par la full galerie. Si tu veux comparer, je te mets une des miennes et tu me mets la tienne. Je peux t'en envoyer 15, dont je suis très fier de A à Z. Les gens ne me parlent plus que de ça. Mon branding, mon pricing, là j'ai facturé 20 000. Ça fait beaucoup là, non? Mec, arrête-toi 2 minutes, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce qui manque à la plupart des photographes pour vraiment réussir? Je n'arrive pas à en vivre et je suis bloqué à 2000. T'es bloqué à 2000 parce que ta cible te bloque à 2000. Tu fais 300 km de voiture, t'as parmi les spots de mariage les plus hautes du monde en ce moment. Qui est-ce qui les shoot? C'est que des étrangers. Qu'est-ce qui manque à la plupart des photographes pour vraiment réussir? Le courage, je pense que c'est ce qui me manque cruellement aujourd'hui dans notre métier. Est-ce que vraiment, au fond de toi, t'es prêt au sacrifice qui fait que tu vas t'accrocher sur le long terme? Et si t'as ça dans le bide, je te jure que ça va marcher. Et puis il y a un moment, soit t'y vas, soit t'y vas pas. Pour au final lui poser une question toute simple. Si tu devais tout recommencer de zéro, ça serait quoi ton plan d'action? Tu suis ou tu suis pas, mais moi je pense que les clés, c'est celle-ci. Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouveau podcast d'Ampara. Aujourd'hui, on accueille Greg Fink, qui est sans doute le photographe de mariage français le plus connu et reconnu dans le monde. Bonjour Greg. Merci Xavier pour cette intro. Je ne sais pas si c'est le cas, mais merci en tout cas. Juste un peu pour poser le contexte, avec Greg, en fait, on a commencé à peu près à la même période, il y a à peu près une quinzaine d'années. On est de la même année, 1980. Ah, je savais pas ça. Même T'es de année. quel mois? Août. Je suis du mois de mai. Allez. Je reste ton aîné. Ouais, d'accord. Et donc du coup, je suis vraiment ici ravi de t'accueillir sur Ampara pour que tu puisses partager, pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours. Moi, je le connais, mais sans doute il y a des gens qui se posent des questions sur comment on en arrive là où tu es aujourd'hui. Il y en a peut-être même qui ont vu l'interview de Légende où tu parles de mariage mirobolant, des chiffres incroyables, etc. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est que tu racontes un peu ton parcours et qu'on essaye un petit peu de détricoter ce qui t'a permis d'atteindre ce niveau-là et comment tu l'interprètes et quel regard tu jettes sur ta carrière. Avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Greg, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions juste pour qu'on fixe le contexte de ta réalité aujourd'hui. Et je ne connais pas les questions. Exactement. Ok. Un pro total. Depuis combien d'années tu fais de la photographie de mariage? J'ai photographié mon premier mariage en 2009, donc il y a 17 ans. Combien de mariages tu as couvert en carrière? En 17 ans, je dirais qu'en moyenne, j'en ai fait 20 par an, donc ça fait 300, 350, ouais. Combien de jours par an en déplacement pour du mariage? Ça, j'avais calculé, grosso modo, pareil, 20 mariages par an. Un mariage me prend à peu près 4 jours de déplacement, donc 80 jours par an. 25-30%, grosso modo. Ok. Ton chiffre d'affaires que tu vas atteindre en 2026? Alors, il n'est pas terminé. J'ai enregistré à date 1,2 million. Donc, j'espère aller vers 1,4 million, 1,5 million. Ok. Parce que j'ai encore beaucoup de... Pourquoi tu rigoles? Vas-y, parce que ça va faire halluciner tout le monde, ça. Ok, très bien. On va y venir de comment tu construis 1,2 million, 100 000 euros de chiffre d'affaires en tant que photographe de mariage. Non, c'est à date, ça, c'est pas ce que j'ai prévu. J'ai prévu plus. Oui, pardon. Je rappelle, sur ta première formation que tu as faite sur Ampara, c'était donc il y a 10 ans à peu près. Cette anecdote que tout le monde me ressort depuis maintenant 10 ans, où je dis visiblement, si un jour je facture 10 000 euros par mariage, j'aurais fini le game. Exactement. Ouais, un truc comme ça. Exactement. On me le ressort sans cesse. 3 fois par mois. C'est pour ça que je voulais revenir. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc ça fait 10 ans, cette interview. C'est ça, ça fait 10 ans. Et je crois qu'à l'époque, ton chiffre d'affaires, c'était genre... je sais plus, je crois que c'était 200 000 ou 300 000, peut-être que tu allais faire dans l'année, peut-être 400. Je me rappelle la première année, ma première année full-time, c'est 2014. Je suis encore en auto-entrepreneuriat, je fais un truc sur 60 000 euros, un truc comme ça. L'année d'après, 130. Et l'année d'après, 200, qui je pense l'année où on a enregistré, ça devait être en 2016. Oui, c'est ça, 2016-2016. Ouais. C'est ça, c'était 200 000 euros. Ok. Donc du coup, avec ta 1,5 million, ça fait un panier moyen de combien par mariage, ça? Entre 50 et 60 000 euros. C'est bien, je suis venu pour pas parler chiffres, mais on attaque direct dans justement, dans le dur. Comme ça, on élimine ces chiffres-là, mais c'est juste parce que je pense que pour que les gens qui nous regardent, en fait, sachent qui tu es, en fait. Et en fait, derrière tout ce que tu vas dire, c'est savoir quel est ton contexte aujourd'hui. Yes. Et que tu parles pas dans le vent, et que tu es légitime, en fait, pour parler de ça.
Et ta distinction ou publication dont tu es le plus fier? C'est pas une publication parce que on peut en parler après si tu veux, mais j'en suis un peu revenu des publications. J'ai eu en plus dernièrement pas des soucis, mais Vogue, ils ont embêté pas mal de photographes sur l'utilisation du logo. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce Non, truc-là. vas-y, tu peux nous raconter. Grosso modo, j'ai été le premier, et c'est pas pour me la raconter ou quoi, mais la première fois que j'ai été publié sur Vogue, c'était il y a 4-5 ans, je me suis dit tiens, ça serait cool de mettre le logo sur Instagram comme si c'était la couverture de magazine. Et assez rapidement, tout le monde a pompé ce truc-là. Et il y a 6-9 mois, j'ai été contacté par leur service légal parce que Vogue a changé de direction, qui me dit oui, c'est un copyright infringement, qui veut grosso modo dire une utilisation illégale de notre marque. propriété, de notre marque. Merci d'enlever tout ça. Bon, moi j'ai fait quoi? J'ai pas répondu au mail, j'ai ignoré le truc. Et puis j'ai appelé José Villa, qui a la même chose, et je lui dis qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit j'ignore. Donc on ignore gentiment le truc, et puis on a été tranquillement relancé jusqu'à il y a 3 mois, et là on a dit bon bah on supprime. En plus, comme il y a désormais tout le monde qui l'a, ça fait plus beaucoup de sens. Mais donc ça devient moins rigolo aussi d'être publié si on peut pas forcément montrer ça. Non, moi je suis toujours très fier quand j'ai des clients qui me font confiance, et je dirais que jusqu'à maintenant mon plus gros achievement, c'est le mariage de Charles Leclerc. Ah ok, donc le dernier qu'on a vu. Ouais, c'est intéressant, mais arriver à ce type de clientèle où tu te dis ce gars-là, il peut embaucher à peu près qui il veut dans le monde et puis te choisis toi. C'est cool. Donc moi, tant que j'ai la reconnaissance du client, je suis content. Mais pourtant, tu vois, toi, tu touches une clientèle qu'on va qualifier d'ultra luxe. Enfin, je sais pas comment tu la qualifies, toi, ta clientèle, ton segment. Alors, j'ai horreur de ce terme de luxe. J'en ai d'autant plus horreur quand je le vois sur des plateformes Instagram où il y a des photographes qui se décrivent comme Luxury Wedding Photographer. Pour moi, à partir du moment où déjà tu as le mot luxury dans ton titre, c'est que tu n'es pas luxury. Ça se dit pas, en fait. Ça se dit pas. Ah. Ça se montre, ça se prouve. En plus, pour moi, le luxury, j'ai plutôt une version quiet luxury, c'est-à-dire que c'est pas bling, c'est pas ostentatoire, tu ne le montres pas, ça doit se transpirer et se sentir. Je décris pas ma clientèle comme ça, c'est des gens évidemment avec énormément de moyens, mais dans l'ultra luxe, si tu as envie de le décrire comme ça, tu trouves tout et n'importe quoi. Tu trouves des gens qui vont arriver en Lamborghini avec des feux d'artifice de partout. C'est pas forcément mon client non plus. Moi, j'ai un client qui aime bien le luxe, mais plus discret, qui aime bien le luxe par l'expérience plutôt que l'ostentatoire, et c'est ça que j'essaye de promouvoir. Tout à l'heure, donc, on revient sur Charles Leclerc. Tu dis que c'est un de tes achievements, enfin celui que tu considères le plus, mais pourtant, des clients qui peuvent s'offrir n'importe qui dans le monde. Tu en as déjà eu, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi Charles Leclerc, tu te dis, ok, lui, c'est un achievement? Parce qu'il y a un truc avec les célébrités quand même. Là, il y a Taylor Swift qui va se marier. J'aimerais bien vous annoncer que je fais le mariage, mais je ne peux pas vous le dire, je suis sous NDA sur le sujet. Donc vous le découvrirez dans la presse. Non, je déconne. Ou pas, on ne sait pas. Donc voilà, il y a toujours un peu ce tampon célébrité qui fait ensuite beaucoup la différence quand tu traites les autres clients. Il se trouve que je suis beaucoup en compétition avec José Villa sur les appels d'offres. Bon, moi, j'ai beau déballer mon speech. Quand José, il arrive et dit « j'ai fait Justin et Hailey Bieber », bon, fin du game, tu vois. Donc, c'est cool aussi de commencer à voir ces gens-là. Pour une raison, j'allais dire qui m'est inconnue, elle ne l'est pas totalement, c'est que j'ai beaucoup de gens du sport. Le sport est important pour moi. Moi, j'ai grandi dans le sport. Mon grand-père était intendant d'une équipe de basket quand j'étais gamin, donc ça me faisait rêver tout ce truc-là. Passionné de football aussi. Passionné de foot aussi. Donc, je pense que c'est pas un hasard total, c'est que j'ai fait beaucoup de gens dans le sport. J'ai fait Russell Westbrook, qui est un joueur de NBA, qui était MVP NBA. J'ai fait des joueurs de NFL, comme on en a parlé rapidement. J'ai fait des footballeurs, Mario Götze, que j'ai déjà fait un certain nombre d'années. Et puis maintenant Charles Leclerc, donc c'est une continuité. Donc je ne suis pas du tout présent sur les célébrités de la musique ou du cinéma, mais j'ai ce positionnement-là. Je pense que ça va aussi sur la façon dont je me comporte sur le mariage. J'avais eu des commentaires assez intéressants après en pareil il y a 10 ans. Les gens disaient « Ah mais en fait, t'es cool ». Et je pense qu'il y a effectivement ce décalage entre parce que tu traites une clientèle de luxe, les gens pensent que, je sais pas, t'es hyper prout-prout ou je ne sais quoi. Moi, je suis assez cool, je fais des blagues aux gens pour les détendre, aussi je pense pour me détendre moi-même, parce que j'ai quand même toujours du stress après 17 ans. Et il y avait une wedding planner américaine un jour qui m'a dit, toi, t'as un humour qui est un peu un humour de locker room, qui est donc un humour de vestiaire. Grosso modo, elle était en train de me dire que j'étais un gros beauf. Et donc, en fait, on m'a dit que j'avais une présence qui allait bien avec les sportifs. Et donc, Charles Leclerc, parmi ces sportifs, est sûrement le plus reconnu d'entre tous. Donc, c'était cool. Donc, si vous n'avez pas vu quelques images, allez voir sur le compte de Greg. Ça vaut le coup. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un workshop de photographe de mariage. Et à un moment donné, dans la conversation, dans les échanges qu'il y a entre les attendees, entre les élèves, il y a un Belge qui dit, quand l'interview de Greg Fink est parue sur Légende, ça fait grand bruit en Belgique.
Et tout le monde était là, mais comment c'est possible donc, quand tu annonces les chiffres, le type de mariage que tu t'arrêtes, etc. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, OK, comment on en arrive à ce niveau-là? Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de déconstruire ou décortiquer, ou comment toi, tu analyses un petit peu ton parcours et ta réussite et ce qui a fait la différence. Est-ce que toi, tu peux nous raconter à quoi ça ressemble Greg Fink en 2015-16, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi tes débuts? C'est quoi tes photos? C'est quoi tes clients? C'est quoi ton site internet? Alors déjà, en préambule de ça, je veux déconstruire un truc, et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'était important pour moi de revenir après 10 ans, parce qu'il y a un peu un discours latent que j'entends dans les photographes que je croise. Ils ne me parlent plus que de chiffres. Et moi, je facture 12 000, je facture 15, la prochaine étape, c'est 20, c'est 25, c'est 30, etc. Et des fois, j'ai envie de les arrêter, je dis... Mec, et ton travail? Parle-moi de ton travail. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais des photos? C'est un préambule parce que c'est vrai que les gens, à chaque fois que je viens sur des podcasts, ils me posent beaucoup la question des chiffres. Et c'est normal, et je comprends, etc. Donc on va en parler, mais j'aimerais quand même faire vraiment un focus sur la prise de vue. Et je sais que c'est sûrement aussi... Tout ça est aussi un peu ma faute, parce que je pense qu'il y a 10 ans, quand je suis venu, mon stress, et je vais revenir à ta question qui était c'était quoi Greg Fink en 2015? Donc je suis venu en 2016. Mon stress... C'était d'ailleurs le nom de la formation, c'était « Comment vivre de la photo de mariage ?» Et moi, en permanence dans ma tête, j'avais la question « Est-ce que je peux vivre de la photo de mariage ?» Et donc, j'avais tendance à beaucoup parler de ça. Pour vivre de la photo de mariage, il faut facturer ça, parce que si tu factures ça, tu ne pourras pas investir. Si tu ne peux pas investir, tu vas t'arrêter rapidement, etc. Et donc, j'étais un peu en boucle sur le sujet. Et je trouve que l'effet négatif, 10 ans après, c'est que les gens ne me parlent plus que de ça. Mon branding, mon pricing, là, j'ai facturé 20 000. Mec, arrête-toi 2 minutes, c'est quoi ton travail? Donc 2015, c'est quoi Greg Fink? Ou même avant, tu vois, vraiment tes débuts. Parce que du coup, 2015, tu étais déjà bien implanté. Mais... J'ai refait un peu un statut parce que ça va bientôt faire 20 ans que j'ai fait mon premier mariage. Moi, je prends un appareil photo dans les mains à 14-15 ans. On avait une chambre noire à la maison. Okay. Mon père était passionné de ça. Il me file un Rolleiflex 35 mm, qui était un bel appareil pour l'époque, et il m'apprend à développer mes trucs. Si on remonte un peu plus en amont de ça, moi je suis un gamin qui est assez timide et je suis un observateur. Donc je suis photographe depuis toujours, dans le sens où si tu me mets à une soirée, je ne suis pas le mec qui est sur le dance floor en train de danser, je suis dans un coin et j'observe. Et aujourd'hui, cet appareil photo est un peu ma cape d'invisibilité, quoi. C'est dès que je suis mal à l'aise socialement, c'est Harry Potter. C'est que dès que je suis mal à l'aise socialement, je prends mon appareil photo et ça me donne une excuse pour pas discuter avec toi pendant 3 heures parce que j'ai peur de ce que je vais avoir à te dire, etc. J'ai une anecdote assez intéressante. C'est l'année dernière, on est invité à un mariage pour la première fois depuis 15 ans. Okay. Quand tu es photographe de mariage, tu n'es pas invité. On t'invite, mais on te dit ça serait bien que tu apportes ton appareil. On ne sait jamais comme ça. J'étais vraiment invité. Et c'était José Villa qui shootait le mariage parce que c'était la fille d'une wedding planner. Donc bon, j'avais pas besoin de faire de photos. Il faisait ça très bien. Et à un moment, il y a Rim, ma femme, qui me cherche pendant le dîner, qui me trouve pas pendant 1 heure. Et je sais pas, mon téléphone, je l'avais laissé, je sais pas où, etc. Et elle me trouve un moment dans la salle des prestats. Ah, ok. Et j'étais en train de discuter avec le fleuriste, parce que c'est là, c'est ma place en fait. Ton univers à toi. C'est mon univers à moi. Donc tout ça pour dire que j'ai toujours eu ce truc-là de timidité, d'être assez mal à l'aise socialement. Et bon, après les gens, ils me voient sur des podcasts, ils disent vraiment, je dis oui. C'est ça, parce que c'est la question qu'on peut se poser, tu vois. Déjà, ton niveau d'expérience, le niveau que tu as aujourd'hui, et c'est toujours comme ça quand même. Je suis passionné de ce que je fais, de la photo, donc j'aime bien en parler. C'est pour ça que je suis à l'aise quand on fait des podcasts, etc. Mais oui, il y a une vraie timidité. C'est socially awkward, ils appellent ça en américain. Et donc ça a toujours été mon truc. Donc j'ai toujours fait de la photo et je pense que j'ai toujours une sensibilité parce que quand je regarde mes photos quand j'ai 14-15 ans, elles sont pas dégueulasses. Je les ressors aujourd'hui. Je dis, franchement, c'était pas mal. Et puis à l'époque, je les mets dans des albums et puis je note tous les réglages. Pellicule sans hasard, 1/500e, f4. Et donc, j'essaye de comprendre par la pratique de comment ça fonctionne. C'est en ça que moi aussi, l'argentique, j'ai commencé à l'argentique. Et quand j'ai pris des cours de photo, de tirage et de prise de vue, à l'argentique, tu notais tes réglages. Tu notes tout. Genre sur un carnet, tu déclenches, je notais exactement. Tu tentes des doubles expositions, il y en a, elles sont sous-exposées, d'autres, elles sont surexposées. Donc, tu commences à tout comprendre à travers ce truc-là. Ensuite, je suis donc 14-15 ans, je suis étudiant. Au moment où je suis étudiant, se passe l'arrivée du digital. Et moi, je ne prends pas ce pli-là parce que trop cher. Okay. Et puis,
Photo pourrie aussi, hein, au début. Le Ouais. digital, au tout début, Par rapport au film qui, par lui, rapport au a film, ça toute n'avait une rien à histoire, voir. Tu avais accès à des super appareils en film, et puis d'un coup, tu as des appareils digitales. On parle de trucs, ça te sortait des photos, c'était 1 mégapixel. C'était vraiment pas terrible. Je prends pas ce pli-là. Et donc, je continue tranquillement pendant mes études à faire un peu d'argentique, jusqu'au moment où je me marie moi-même la première fois. C'était en 2009, donc j'ai 29 ans, puisque je suis de 80, comme on l'a dit. Et là, je book un bon photographe de mariage pour l'époque. Je mets un certain budget. Je me rappelle, j'avais payé 2 600 €. En 2009, c'était plutôt dans le haut du panier par rapport au marché français. Et je le vois arriver avec... Et je me faisais tout un monde de ce truc-là. Je me dis, le mec, il va arriver avec un matos de dingue, etc. Et je me rappelle très bien, il arrive avec 2 5D, un 24-70 et un 70-200. Et surtout, il nous rend les photos et je me dis, rien que je ne sache pas faire. Et donc, je me dis, c'est quand même cool parce que bon, le mariage est un univers assez sympa. Je trouve ça assez complet, assez rapidement. Je me dis, il y a du détail, il y a du paysage, il y a du portrait, il y a des moments volés, il y a du photoreportage. C'est très, très formateur, la photographie. Exactement. Et donc, je me marie, je me rappelle, le 25 juillet 2009. Et je propose à un pote qui se marie en septembre, parce que c'était l'époque où tout le monde se mariait. En septembre, je lui dis, est-ce que je peux venir faire le shadow de ton photographe de mariage? Et le gars me dit, putain, t'as fait des meilleures photos que le gars qu'on a embauché. Et donc de là vient la petite graine. Là, je me rappelle, je prends une semaine de vacances pour monter mon site internet. Octobre 2009, un site que je fais sur Photoshop, moi-même. Allez. Je me forme tout seul. Et 2010, je photographie 20 mariages pour des potes. Direct. Direct. Et donc, Okay. depuis, Comment c'est venu ça, de 20 mariages? Bouche à oreille, école de commerce. C'est tout le monde se marie, donc ouais, réseau, on connaît un réseau, mec, il fait des super photos, en plus il prend quasiment pas d'argent. Ça a changé. Donc ça a un peu changé. Donc je monte un auto-entrepreneuriat et assez rapidement, j'ai donc toute cette clientèle de bouche à oreille. Et donc je fais ça entre 2010 et 2013, donc 4 saisons. Et là, je réinvestis l'argent que je gagne sur du matériel. Je suis très content parce que là, j'investis dans le numérique. Parce que donc là, attention, hein, quand je pars en mariage en 2009, on est en numérique. Et là, je me suis acheté un 5D avec 2 zooms, pareil. Et donc, au fur et à mesure, je commence à rentrer sur des focales fixes. Donc, j'améliore mon matériel au fur et à mesure et je kiffe parce que, l'air de rien, je vois des très beaux mariages, j'en vois des moins bien, mais je peux investir dans du matériel et je tiens ça jusqu'en 2013. 2013, je prends une semaine de vacances où je me dis j'ai envie d'investir sur la photo et je me paye un workshop qui était en Provence avec Feather and Stone, organisé par Lavender and Rose, wedding planner que je rencontre lors de ce workshop. Et je me présente en disant, je suis Greg Fink, je suis là pour m'amuser, je ne ferai jamais de cette passion un métier. Une carrière. Le gars me dit pourquoi? Je lui dis parce qu'en France, au mieux, tu peux facturer 2000, 2500, 3000 €. C'est pas suffisant pour en vivre. On reviendra sur ces chiffres parce que du coup... Parce qu'ils n'ont pas bougé, ouais. Ça, Par contre, l'inflation, elle a bougé. Et donc, le gars me dit, laisse-moi t'introduire au Destination Wedding et la clientèle américaine. Il y a des gens qui payent des sommes faramineuses pour leur photographe. Et le photographe est le prestataire le plus important du mariage. Je lui dis, je te crois pas. Il me montre un contrat. Je dis, ah oui, ça pique. 3 mois après, je pose ma démission et je dis, je vais tenter d'en vivre. Et d'en vivre bien. Et pendant 2 ans, donc entre 2014, le moment où je claque ma démission, et 2016, moment aussi où, pour ne pas mentir sur le sujet, je suis backupé par le chômage. Donc j'ai quand même un filet de sécurité. Quasiment tous les photographes français lancent comme ça. Exactement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que 2014, en même temps, moi, je me sépare avec ma femme. Et donc, je me retrouve dans une vie très confortable où je gagne très bien ma vie. Je suis propriétaire de mon appartement. On a déjà Juliette qui a 2 ans. Je me retrouve dans 40 mètres carrés avec ma fille en garde partagée à dire « j'ai décidé de devenir photographe de mariage ». Donc oui, j'avais le filet du chômage, mais d'un autre côté, j'avais pas vraiment de filet non plus qui était de dire « il faut que ça marche ». Et j'avais dit aux gens, si ça ne marche pas, je retournerai The Office, boulot 9h-17h, quoi. C'est pas une option pour moi de vivoter de cette activité, quand bien même c'est ma passion. Et donc pendant 2 ans, je décide de faire en sorte que ça marche. Donc je me rappelle 2014, quand je me lance, je dis pour que ça marche déjà au début, de base, il faudra facturer 4000. Tout le monde me regarde en disant tu n'y arriveras jamais. Parce qu'en France, les gens ne payent pas 4000. Là, je dis watch me. Moi, je suis jamais autant motivé quand on me dit que tu n'y arriveras pas. Et donc, je rentre sur le marché à 4000 € en 2014. J'allais dire the rest is history, pas totalement. Mais je n'ai pas eu d'épiphanie. Il n'y a pas eu d'année où mes tarifs ont doublé.
C'est pas parce que je fais... Les gens me disent, mais si tu fais Taylor Swift, on est d'accord que... Non, si je fais Taylor Swift ou Charles Leclerc, c'est un pilier de plus dans une progression qui est organique. Alors, il y a un photographe la dernière fois qui m'a vu qui dit « Greg, arrête de dire que ta progression, elle est organique parce que quand on regarde les chiffres d'une année sur l'autre, c'est quand même violent. » Grosso modo, j'ai des tarifs qui ont quasiment progressé de 30% tous les ans. Il faut isoler là-dedans 2020-2021, Covid, où j'ai un chiffre d'affaires à 0 les 2 années. 0. Ça a apporté beaucoup de frustration pour moi parce que 2019 était une très très grosse année pour moi, pas que financièrement, mais parce que j'avais coché des très gros planeurs américains. Okay. Il y avait vraiment une très très grosse progression en 2019, 2020, 2021, mais tout par terre. 0. Hein. Parce que moi, ma clientèle, c'est que des Américains qui viennent en Europe. Bon, bah, c'est toujours que ça? Oui. Quasiment? Oui, à 95%. Okay. Des Américains. Alors, maintenant, je vais un peu plus là-bas. Donc, c'est 99% des Américains et à 80%, ils viennent en Europe. Okay. Ça, c'est ma clientèle. Et donc, j'ai eu la chance qu'en 2022, après le Covid, ça reparte fort et depuis, ça continue à progresser. Donc, j'ai une progression qui a été relativement organique, mais assez agressive, dans le sens où j'ai des tarifs qui ont quasiment progressé de 30% tous les ans. Oui, parce que quand tu regardes la courbe, juste tu traces ça sur une courbe, elle est comme ça la courbe, tu vois ce que je veux dire, et tout le monde ne peut pas s'en targuer en fait, d'avoir une courbe comme ça. Mais toi, tu le vis de façon, genre, ça a évolué de manière incrémentale, sans effet de rupture, sans genre publication, mariage. Non, il n'y a pas eu de milestone comme ça ? Non, il n'y a pas eu de milestone. Bim, l'année d'après, c'est ça. Un truc, il a doublé. Là, Charles Leclerc, les gens m'en parlent. Mais moi, j'ai un truc qui est très important pour moi, et c'est pas de la fausse modestie, c'est que je trouve qu'en tant qu'artiste, le plus gros danger, c'est le succès. Tu t'y perds ou tu vas regarder justement que des chiffres. Tu te mets dans une sorte de confort artistique. Ça serait facile pour moi, parce que là, je vais shooter un mariage juste après, ça serait facile de dire que je pars avec mes 2 Sony, mes 3 lens, et puis le client, il va être content. Et tu sais quoi, il sera content. Oui, de toute façon, il va être content. Je vais à chaque mariage en essayant de faire mieux que sur le mariage précédent. Et surtout, je n'ai aujourd'hui... J'ai ma plus grosse année, là, les chiffres d'affaires dont on parle par 2026, c'est ma plus grosse année et ça va représenter quasiment 40% de croissance par rapport à l'année dernière. C'est la première fois que je dépasse 1 million d'euros. L'année dernière, depuis 2 ans, j'étais à 900. Donc là, si on va vers 1,4 million, ça fait quand même quasiment 40% de croissance. Je n'ai aucune certitude de faire une bonne année 2027. Et en plus, il se trouve... Toi, dans ta tête, parce que logiquement, tu te dis, OK, ça va pas... Mais il n'y a pas de logique dans cette industrie. Il n'y a vraiment pas de logique. Enfin, oui, il y a un organique sur lequel tu peux te reposer, mais c'est une industrie qui est aujourd'hui extrêmement fragile. Et on en parlera sur le marché français, qui est, à mon sens, pas assez professionnalisé, pas assez structuré. J'ai le sentiment qu'il ne l'est pas forcément plus qu'il y était il y a 15 ans, peut-être même un peu moins. Mais il ne l'est pas beaucoup plus au niveau international et au niveau américain. C'est un marché qui est très fragile. Le Covid l'a montré. Alors le Covid, il a balayé beaucoup d'autres sociétés que les photographes de mariage. Mais tu parles d'une anecdote, le lac de Côme. J'étais prêt à mourir en 2018 pour avoir mon premier mariage au lac de Côme. Je l'ai eu en 2018. Aujourd'hui, il ne m'envoie plus au lac de Côme. J'ai plus... T'as plus envie. Ça a été trop vu. Et il n'y a plus rien de neuf à créer au lac de Côme. Et j'ai une de mes meilleures amies qui était ce fameux mariage dont je parlais où j'ai fini dans la salle Presta, c'est Rachel, les Como Wedding Planner, qui aujourd'hui essaye de se diversifier parce que les gens ne veulent plus aller à Côme. Ça a été trop vu. Or, tu prends Côme il y a 10 ans, c'était George Clooney, c'était John Legend qui s'était marié là-bas. Aujourd'hui, les gens disent Côme, c'est fini, on revient en France. Pensez 2 minutes à tous les prestats qui sont dépendants de l'Italie ou du lac de Côme, qui se prennent un sweep et qui essayent tous aujourd'hui de repousser les portes de la French Riviera. Or, moi, le sud de la France, quand tu travaillais encore... Regarde-moi le celui-là. C'était le gros truc pour les destination wedding. Ensuite, ça s'est un peu calmé parce que tout le monde voulait aller en Italie. Pendant 10 ans, on a vu des citrons sur la côte amalfitaine et des tomates au lac de Côme. Et aujourd'hui, les gens, ils n'en peuvent plus et ils reviennent en France. Et donc, ces tendances-là peuvent balayer si t'as pas mis un peu de diversification, si tu as mis tous tes œufs dans le même panier, ça peut te balayer des boîtes. Ouais, mais là, tu parles par exemple d'industries qui vont souffrir parce que c'est des industries qui sont locales, type un lieu. Lui, son lieu, il est sur le lac de Côme. Toi, tu ne vas pas souffrir de ça. C'est-à-dire que si demain, la trend, elle est sur un autre lieu, toi, tu vas te déplacer. Parce que depuis le début, comme je suis un mec qui est hyper anxieux et précautionneux, j'ai dit, je ne veux pas être dépendant d'une location. Il y a des gens qui sont dépendants de régions.
Il y a des gens où tu regardes leur portfolio, aujourd'hui c'est 100% French Riviera, ou c'est 100% Paris, ou c'est 100% Italie. Et ces gens-là peuvent souffrir. Moi j'ai dit dès le début, je ne veux pas que les gens sachent, ma clientèle par exemple, je ne veux pas qu'ils sachent où j'habite. Et quand j'ai un anglais qui n'est pas trop mauvais parce que j'ai vécu aux États-Unis, et donc quand je parle à des Américains, il y en a beaucoup qui pensent que je suis américain et que je me suis expatrié en Europe ou même que j'habite à New York. Je laisse planer ce truc-là parce que j'ai pas envie d'être associé à une région qui, Paris, à un moment, a souffert de la même manière suite aux attentats du Bataclan. Les Américains voulaient plus aller à Paris. Donc j'ai toujours diversifié ce truc-là en disant j'ai besoin de 20 clients par an, j'irai les chercher peu importe où ça se passe dans le monde, parce que j'ai trop peur d'être lié à une région qui à un moment peut souffrir. Tu vois, il y a un truc qui me frappe dans ce que je ressens, de ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression de parler à un jeune premier. Tu vois, après 17 ans de carrière, c'est genre, tu as toujours cet esprit pionnier, tu as toujours cette fragilité de savoir, OK, demain, de quoi demain sera fait. Tu as toujours aussi cette envie de repousser tes limites en termes de photographie, alors que tu pourrais effectivement te dire, OK, j'y vais les mains dans les poches, de toute façon, ça va le faire, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu crois que ça fait partie de ces traits qui font que tu as ce succès-là? Oui, je pense que c'est le principal. Et je me bats beaucoup avec ma femme sur le sujet, parce qu'elle me dit tout le temps, t'es négatif, tu vois le verre à moitié vide, etc. Je veux continuer à voir le verre à moitié vide. Parce que aujourd'hui, je vis un rêve. Mais alors un rêve éveillé. Hein. Quand je vois aujourd'hui la vie que j'ai, et je ne parle pas forcément que financier, hein, parce que les gens disent, non, tu m'as posé la question, je voyage 30% par an. Les gens me disent, mais comment tu fais avec tes enfants? Mes enfants sont très équilibrés, très contents. Parce que déjà, ils en profitent un peu. Mon fils a 8 ans, a plus de tampons dans son passeport que moi j'en avais à 40. Oui. Parce que je les emmène sur des jobs, etc. Et quand je ne suis pas en voyage, je suis 100% présent pour eux. Donc on a trouvé cet équilibre comme ça. Et donc cet esprit fragilité, c'est le bon mot. Et je trouve que c'est un rêve éveillé. Et je viens d'une éducation qui est assez terroir, où on n'a rien gratuitement. Ta vie, c'est quoi d'enfant? C'est ton contexte à toi familial? Enfin, si tu Ouais, bien sûr, mon contexte, c'est... moi, je suis né à Paris, mais mes parents ont redéménagé très rapidement en Alsace. Donc, j'ai grandi en banlieue de Strasbourg, à 20 km de Strasbourg, mais dans un bled où il y avait 8000 habitants. Il y a des gens aujourd'hui qui m'ont retrouvé sur Instagram, qui m'envoient des messages, et je vois leur vie, je vois la mienne. Ils n'auraient pas mis un billet, quoi. Donc, moi, je viens mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Ils travaillaient beaucoup. Ils partaient le matin à 8h, ils rentraient, il était 20h, 21h. Et donc nous, je viens d'une croyance où tu n'as rien gratuitement. Et donc ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai construit, ça me paraît irréel. C'est pas possible de non seulement vivre de ta passion. Les gens n'arrêtent pas de me dire, Greg, tu travailles énormément. Je passe ma vie à faire des photos, à traiter mes photos, à envoyer des mails concernant la photo. Ça ne me paraît vraiment pas comme du travail. C'est une passion. J'ai fait ça toute ma vie. J'avais 15 ans, je collais mes photos dans des albums. Aujourd'hui, je filme mes blog posts. C'est pareil. Et donc, ça me paraît irréel. Et donc, ça me paraît tellement irréel que je me dis, il y a un jour, il y a un mec qui va me taper dans le dos en disant, mec, c'était une vanne. Faut se réveiller. Allez, on retourne au bureau. Et tu sais que la semaine dernière, j'ai fait un cauchemar je rate mon examen de maths au lycée, quoi. Okay. Ça continue à me dire, non, mais c'est pas possible. Ta vie aujourd'hui est un rêve éveillé. Et donc, j'ai ce truc-là qui me garde dans une espèce de fragilité. Mais je pense aussi que c'est positif. Je vois des très gros photographes de mariage aujourd'hui qui facturent plus que moi. Je ne citerai pas de nom. Et j'ai envie de dire, mec, vraiment au niveau de ce que vous proposez. Et ça se voit que les mecs se sont mis dans un fauteuil en pilote automatique. Et donc, quand je suis venu il y a 10 ans, ici, j'étais un bon photographe en lumière naturelle. J'étais un bon photographe de portrait. J'étais nul en candide. J'étais pas bon avec un flash. J'étais nul en photoreportage. Et il y a aujourd'hui toujours plein d'aspects. Aujourd'hui, je vois mes photos. Tous les ans, en début de saison, je dis, mais mec, ton travail est catastrophique. Non, mais parce que je viens d'acheter un livre, par exemple, d'un photographe que j'admire beaucoup, qui s'appelle John Dolan, aux États-Unis. Il a sorti 35 ans de carrière, tu regardes 120 pages, tu refermes le bouquin, tu te dis, vas-y, c'est bon, je remballe les cannes, et je suis nul à chier. Je suis à la recherche aujourd'hui de plus de photos qui provoquent quelque chose en moi. J'ai le sentiment que mes photos sont très belles esthétiquement. Elles plaisent beaucoup aux wedding planners, elles plaisent beaucoup aux clients. Tout est très beau. Techniquement, c'est bien. En termes de cadrage, c'est très beau. Et j'ai besoin des trucs
aujourd'hui qui me tripes. bouge un peu plus aux tripes. Donc j'essaye d'aller un peu plus... Et c'est aussi lié à ma personnalité. Je l'ai dit, je suis quelqu'un de timide, donc peut-être que je rentre pas assez. Je suis à un point de ma carrière aujourd'hui où j'essaye d'aller plus loin dans la relation avec les clients, avec les guests, de choper un peu plus. Et le portrait qui va me bouger d'une mariée, aujourd'hui, c'est pas forcément le portrait parfait avec la lumière parfaite qui tombe sur elle. On travaille beaucoup aujourd'hui avec mon équipe, les moments in between. Parce que c'est là où il se passe des choses. C'est pas le moment posé A et le moment posé B, c'est tout ce qui se passe entre les deux. Et ça donne aujourd'hui T'as un des exemple bonnes de photos. ça? Pour que les gens se figurent bien de ce que tu appelles le... Ouais, moment par in exemple, aujourd'hui, il y a des photos que j'aime beaucoup qui sont les transitions, les passages d'invités, par exemple, du cocktail ou du verre d'accueil à la cérémonie. Avant, c'était, on shoot le design du verre d'accueil, le design de la cérémonie, des beaux portraits posés. Les gens qui vont marcher de l'un à l'autre, où ils vont être beaucoup plus naturels, c'est à ce moment-là qu'il faut être présent et qu'il faut choper des choses. Un autre exemple, c'est toujours le mariage qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. C'est une mariée qu'on a fait à Portofino il y a 2 ans. Bon, il se trouve qu'il a été publié sur Vogue. La mère de la mariée est décédée 6 mois avant le mariage pendant le process du wedding planning. La puissance émotionnelle qu'il y avait pendant ce mariage était dingue. Et donc la mariée se contenait beaucoup sur les portraits. Ouais. Par contre, elle craquait beaucoup entre les deux, quoi. Il faut se positionner en disant « je ne suis pas un voyeur, mais il faut que je chope ces photos-là ». Un autre exemple qui est beaucoup plus évident pour moi, qui a été un moment assez dur, c'est que ma sœur a perdu son mari il y a quelques mois d'un cancer du cerveau. Il a fait une longue bataille contre le cancer. Et elle a 3 enfants qui ont 12 ans, 8 ans et 4 ans. Les 2 petits ne vont pas avoir beaucoup de souvenirs de leur père, parce qu'il était beaucoup à l'hôpital les dernières années, etc. Je me suis dit « je vais prendre quelques photos à l'enterrement ». Dur parce que prendre des photos à l'enterrement, tu as l'impression d'être un voyeur, mais les photos sont d'une puissance folle. Alors, c'est pas larmoyant, hein. J'ai notamment un portrait de mon neveu, qui est aussi mon filleul, qui a 4 ans, qui me regarde, perdu comme ça au milieu de tous ces adultes. En plus, il se trouve que c'est en janvier, il fait un temps dégueulasse, tout le monde est en noir, etc. La puissance de la photo est folle. Donc aujourd'hui, je cherche plus des photos profondes qui provoquent quelque chose en toi, plutôt que des photos qui vont faire des likes sur Instagram. Je sais comment faire des likes sur Instagram. Et derrière, après, tu regardes ces photos, tu dis, est-ce que vraiment ça te bouge aux tripes ou pas? Donc, j'ai tout ça pour dire que peut-être que je reviendrai dans 1 an en disant, j'ai booké aucun wedding en 2027, ma carrière s'arrête là, merci, au revoir. Mais je me mets dans cette position volontairement tous les ans, en tout cas de manière inconsciente, en disant, mec, ça repart à 0. Et c'est pas de la fausse modestie, je te dis. Ouais, je comprends. Je comprends. Je suis très... Sandrine qui est là, elle peut en témoigner. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai ce profil-là de, OK, c'est quoi la next step? C'est pas assez bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Aussi se retrouver aussi, je pense aussi que quand tu avances en âge, on en parlera un peu de cette sagesse que tu développes autour de 40-45 ans, où tu te poses des questions sur le sens de ta vie. Exactement. Pas ce qu'on a envie qu'on retienne de toi, parce que ça viendra peut-être plus tard. Moi, j'en suis à qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de faire ressentir, et qu'est-ce que j'ai envie de... Oui, la transmission, toi, tu as toujours été dedans parce que t'en as fait une vocation. Mais moi, aujourd'hui, il y a une question par rapport à ça. C'est que, de nouveau, il y a 10 ans, j'étais omnibulé de est-ce que je vais réussir à faire vivre moi et ma famille de la photo de mariage. Je dis pas que c'est acquis. Oh. Tu peux pas dire ça, Greg. 1,5 million de chiffres. Oui, 2026. Oui, 2026. D'accord, mais ça n'était pas 10 000 euros l'année dernière non plus, tu vois ce que tu veux dire? Non, mais j'ai toujours la question de what if l'année prochaine. Là, aujourd'hui, vous allumez, alors j'allume plus BFM TV, mais on nous explique qu'il y a antivirus, je ne sais quoi. J'ai vu ce que c'était une pandémie et c'est 1,5 million qui deviennent 0. Pas 20 000, 0. Donc je dis pas que je suis un petit peu moins omnibulé par ça. Et la question est plus aujourd'hui sur la transmission, parce que je le vois sur l'impact sur les photographes. Je te dis, les mecs ne me parlent plus que tarif et pricing, et là mon 4e package, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et ça te déconnecte un peu du pourquoi. Et t'as envie de dire, juste mec, on peut parler de ton taf, parce que c'est pas bon, hein. Non mais je rigole. Je rigole parce qu'il y a des gens qui sont très bons en France, mais des fois je vois des gens qui me disent comment je monte en tarif. Déjà j'ai envie de dire, bosse ta lumière, bosse ton flash. Enfin, c'est pas parce que tu as acheté un costard à 2000 balles que tu vas être booké par des clients dans le luxe, quoi. J'ai une question par rapport à ça. Tu vois, lors d'une déformation sur un parage, donc je fais remplir en gros un questionnaire aux gens, et à un moment donné je leur demande de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer le niveau de leur photo par rapport, genre 0 c'est nul, 10 c'est genre le niveau, top niveau mondial on va dire, et toi où tu te situes sur cette échelle-là, tu vois. Et moi j'ai été assez surpris de personnes où je me dis ok, le travail il est ok, il n'est pas fou, mais où ils s'auto-évaluent à 7,
8. Ah ouais, les mecs sont sereins. Ouais. Parce que je pense que, alors du coup, la question que je me pose, c'est, ok, mais où est-ce que tu vas chercher le vrai feedback, celui qui va te donner la vraie note, tu vois ce que tu veux dire, ou le vrai niveau de ta photo. Parce que quand tu vis avec des photographes de ton niveau, si c'est ça ton référentiel, bon, bah, la note, elle va être boostée, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu te compares vraiment au top niveau mondial... Et moi, je fais que ça. Hein. Oui, voilà. Moi, je fais que ça. Il y a une photographe qui est devenue une amie, Corbin Gurkin. Si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. Elle a posté un truc hier sur Insta. Je dis, bah, c'est bon, vas-y, je remballe. Donc moi, je ne me compare qu'à ça. Oui, mais pour les gens qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas, tu vois, ce réseau-là, parce que toi, tu vis dedans, tu vois. Donc, c'est plus facile de trouver déjà du feedback, en fait, par rapport à ton travail, tu vois. Bah, le feedback, c'est des portfolio reviews. Je pense que moi, un trait qui est biaisé aujourd'hui, c'est que comme je me suis inscrit dans ce côté business depuis le début, et puis sans se cacher, ma formation, mon workshop à l'époque était très orienté business. Tout à fait. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans le marketing, et donc les gens, ils m'ont mis une étiquette, Greg, c'est le photographe business. Et ils viennent me voir pour ça. Ils viennent pas me voir pour des portfolio reviews. Alors des gens comme Corbin, par exemple, qui sont plus du côté artiste, ils vont pour ces trucs-là. Et ils se font découper. Hein. Et portfolio review, c'est pas Instagram. Parce qu'Instagram, on sait que c'est 1%, 0,1%. C'est montre-moi une full galerie. Et alors là, tu vas à la hacheuse. Hein. Donc ça commence pour moi par la full galerie. Et la full galerie, si tu veux comparer, je te mets une des miennes et tu me mets la tienne. Et là, on regarde. Parce que alors, ça commence à circuler dans les clients. Aujourd'hui, les clients, tout le monde sait qu'un client qui veut te booker, le truc qu'il doit demander, c'est une full galerie. Normal. Moi, je t'envoie des full galeries. Aujourd'hui, je peux t'en envoyer 15, dont je suis très fier de A à Z. Et moi, c'est plutôt l'effet inverse. C'est que Instagram est frustrant pour moi parce que je ne peux pas montrer assez. Tu ne peux pas t'exprimer pleinement. Regarde une full galerie de A à Z et dis-moi si tu vois des miss sur les préparatifs, sur les portraits, sur les candides, sur les photos d'after party au flash. Dis-moi si tu vois des miss. Je suis fier aujourd'hui de tout, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc c'est ça, le truc, il passe par une full galerie et il faut que tu te compares effectivement aux très bons pour ça. Et si je peux me permettre, moi je me suis marié, c'est nos 2 ans de mariage aujourd'hui, que j'ai décidé de passer avec toi plutôt qu'avec ma femme, tu vois. C'est vrai désolé, Rim. Et en fait, on a fait 2 mariages. On a fait un mariage civil le 15 mai, donc on est le 15 mai aujourd'hui, c'était le 15 mai 2024. Et ensuite, on s'est marié à Bali. Le civil, j'ai laissé Rim choisir un photographe et je dis Bali c'est moi. Et Bali j'ai pris Eric McVey qui est très bon, qui se trouve être un ami, et le civil j'ai laissé Rim. Alors je veux pas dénigrer les photos de civil, elles sont très belles et c'est des photographes qui sont assez connus, vous irez voir si vous voulez faire la recherche, j'ai pas envie de les nommer ici, mais la galerie n'a rien à voir. Et on a eu 8 heures de couverture au civil et on a une galerie de 250 photos avec certains highlights ou hero shots, mais c'est limite, j'avais le sentiment que ces photographes shootaient pour les hero shots. Ouais, je comprends. Et derrière, il y a Rim qui dit, mais la photo avec ma mère, elle est où? Ah bah, il n'y a pas. Alors, tu peux me dire, tu aurais pu dire la liste de tes no miss shots. Et derrière, elle a vu Eric McVey à Bali, qui dit, mais en fait, vous courez partout, les mecs. Il n'a rien raté. Alors, je suis pas en train de promouvoir la quantité, il se trouve qu'il a livré 1500 photos. Il ne manque rien. Et tout est pas. Et chaque photo, t'es là, genre, pas. Et c'est ça la différence. Il faut un sacré niveau pour maintenir le niveau sur 1500 photos. Et tu maintiens le niveau sur 1500 photos. Et moi, nous, nos galeries aujourd'hui, parce qu'on a des mariages qui sont assez extensifs, ils font 3 jours, 4 jours, etc. En moyenne, on livre 2000. Je pense qu'il y a 10 ans, c'est pareil, j'ai dû dire une connerie du genre, une galerie ne doit pas faire plus de 600 photos. Ouais, c'est possible que j'ai dit ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des teams de 3, 4, 5 photographes. Donc aujourd'hui, en moyenne, on livre 2000. Je te jure que le niveau ne bouge pas. Alors, on en shoot 7000 pour en avoir 2000. Mais on curate une galerie à 2000 et le niveau ne bouge pas. Et c'est ce que nous a rendu Eric à Bali. Et là, Rim, elle a dit... Et nos photographes de Paris sont très connus et ils sont très bons, ils font des très belles photos. Mais ça va être la différence entre le luxe et l'ultra luxe. Et on n'a pas dit à Eric McVey, voici la liste des 80 photos qu'on veut. Il le sait, il a sa mental checklist. Et c'est ce qu'on fait. Moi, je sais aujourd'hui ce que je dois shooter, ce que demain je dois shooter, même si la mariée ne me le dit pas. Et elle va être blown away par sa galerie. Mais tu vois, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que moi, j'aurais dit de l'extérieur que ce qui fait la différence entre le luxe et l'ultra luxe, c'est la brand. Et ta capacité à mener ta brand et à la rendre visible. Ça va conjointement. Mais toi, tu parles du produit. En fait, c'est déjà le niveau du produit. Mais alors ça, c'est le problème, c'est qu'il y a 10 ans, je vous disais, le produit, ça vaut rien. C'est un given. C'est-à-dire que si tu fais pas des bonnes photos, tu n'y accéderas pas à ce niveau du marché. Le problème, c'est que les gens s'auto-jugent
Ouais. et pensent qu'ils font des bonnes photos. Prenez un œil extérieur, qualifié. Bon, c'est un autre problème dont on peut reparler. Ce qui est dramatique aujourd'hui en France, c'est le peu de niveau d'investissement en général et en particulier sur la formation. Après, il se trouve aussi qu'on a des plateformes en ligne aujourd'hui qui proposent des formations incroyables pour 99 €, je ne sais pas combien, gratuitement. Pas du tout. Donc voilà, il y a un moment, il faut se former aussi. Tu peux pas être tout seul, toi et toi-même, en permanence en face de ton ordinateur à juger tes trucs. Sauf que le problème aujourd'hui, effectivement, c'est que les gens qui viennent me voir ne me parlent plus que de branding. Ouais, je vais acheter un nouveau costume, il faut que je travaille le savoir-être ou... Oui, Ouais. absolument, absolument. Mais il faut qu'en même temps, le niveau de tes photos monte. Et je te dis, moi, aujourd'hui, je ne vais pas citer tous les noms, mais j'ai des très grands photographes avec qui je suis en compétition. Je n'ai pas leur niveau sur le produit. Je le sais. Il y a encore des aspects du mariage sur lesquels il faut que je m'améliore. Justement, revenons sur cet aspect produit. Tu dis, OK, panier moyen, donc entre 45 et 60. Je pense que les gens, ils se demandent qu'est-ce que toi, tu livres en termes de produits pour ce prix-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Une galerie photo en ligne sur Pixie 7 que tu peux télécharger grâce à un PIN code. Non. OK. Et that's all? Oui. Mais alors, déjà, il y a un truc qu'il faut dédramatiser. C'est que les gens, pareil, disent combien, c'est quoi le chiffre? Tu viens de dire entre 45 et 60. Moi, je te parlais... Cette année, 2026, j'ai un mariage à 20 000 € dans mon portfolio et j'en ai un autre à 6 chiffres. La même année. Et donc, en fait... C'est quoi la différence? La c'est couverture, quoi la l'équipe? différence? Celui à 6 chiffres est un mariage à Aspen, fin juillet, avec une équipe de 5 photographes pendant 4 jours. Celui de 20 000 et 5 heures de couverture en semaine à Paris. C'était au mois de mars. Et toi et Et des c'était, personnes... on était 2. Et tout le monde fait ça. Personne n'a un tarif exact. Et aujourd'hui, je commence à avoir un problème de perception de marque, c'est qu'il y a des gens qui ne me contactent pas en disant il est trop cher. Et donc toute situation est différente. Tu te maries en semaine au mois de février dans les Caraïbes, et il se trouve que c'est peut-être les vacances scolaires, et je suis plus à même de faire un geste commercial que le week-end du 18 juin où je vais devoir gérer 60 demandes très qualifiées pour ce week-end en question. Donc, il n'y a pas un chiffre donné. Et donc, qu'est-ce que tu as en face de ça? Déjà, le nombre de photographes va varier. Okay. On a fait un mariage au Qatar au mois de décembre avec une équipe de 8. Il y avait 800 personnes. Mais ce n'était toujours qu'une journée de couverture. Donc, tout mariage est différent. Et aujourd'hui, notamment aux États-Unis, les gens remettent un peu en question la transparence du pricing des prestataires de mariage. Tu as envie de dire, be my guest. Hein, si tu veux comparer 2 contrats chez moi, les contrats n'ont rien à voir. Oui, mais parce que toi, tu as une variance aussi qui est très importante par rapport à un marché plus moyenne gamme français. Tu vois ce que tu as dit? Où c'est beaucoup plus normé, en fait. C'est plutôt la même chose. C'est une journée, ça commence à peu près le même moment, Oui, etc. mais si tu veux, cette normalisation qu'on a en France aujourd'hui, on en avait parlé à l'époque, c'est une normalisation qui se fait parce qu'en fait, un photographe de mariage est un truc qu'on doit cocher sur notre to-do list. Et donc aujourd'hui, c'est vu comme une commodité. Il faut un photographe de mariage. Ah oui. Mais un photographe de mariage, ça vaut 2 000 €. C'est une commodité. C'est comme quand tu achètes des lames de rasoir, tu sais que ça vaut 17,99 €. C'est pareil. Des fois 18, des fois 16, mais pas 250 €. Et donc aujourd'hui, c'est une commodité. Du coup, personne ne se différencie. Du coup, tout le monde a le même tarif. Du coup, comme les gens ont le même tarif, ils n'arrivent pas à en vivre. Du coup, il y a un turnover permanent. Et donc, c'est une commodité quand, effectivement, sur le marché international, parce que je ne mets pas que les Américains, les Asiatiques, les Indiens sont beaucoup plus évolués sur la partie structuration de la photo que nous, on l'est en Europe. Et donc, on se rend compte que, effectivement, un événement est très différent d'un autre. Et pour un wedding planner, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'un wedding planner a le même travail s'il organise un événement qui est la journée du mariage ou s'il en en fait 4? Oui, bien sûr. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Tu disais que tu fournissais juste une galerie en ligne. J'imagine que ce n'est pas ça pour ce genre de clientèle. Quel livrable, toi, tu as l'habitude de livrer pour ce genre de clientèle-là? Pour la galerie, déjà pour la décomposer, moi, je livre une galerie de highlights sous une semaine. OK. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui vendredi. J'ai livré hier le mariage qu'on a shooté samedi dernier en Floride, qui contient 300 photos. Donc c'est quand même une galerie de highlights qui est assez conséquente, qui intègre tout, c'est-à-dire qu'il y a du numérique, mais il y a aussi de l'argentique dedans.
Donc j'ai beaucoup de débats avec mon labo photo pour aller assez vite. Ah oui, c'est ça. Je dois shipper assez rapidement les films. J'ai un labo à Paris, j'en ai un autre à New York, en fonction d'où je suis. En Floride, avant de prendre l'avion retour, j'ai balancé mes films à mon labo à New York. Donc ils ont reçu hier une galerie de highlights de 300 photos. C'est important parce que j'ai beaucoup de clients qui veulent poster assez rapidement. C'est aussi parce que je ne veux pas laisser trop d'oxygène aux content creators C'est ce que j'allais dire. qui, eux, ont livré encore plus rapidement que moi. Et la réalité, c'est qu'avec une galerie de 300 photos, les clients me laissent tranquille pendant quelques semaines. Le deuxième temps de la danse, c'est la full galerie, qui, elle, arrive. Dans mon contrat, ça dit 6 semaines. En réalité, c'est 1 mois après le mariage. Ok. Sachant que les highlights, c'est moi qui travaille dessus. Ouais. C'est moi qui fais l'editing. Qui sont pas dans les qui sont dans les 300 aussi, parce que j'imagine dans les 300, tu as déjà. Ah non, pardon. Non, les highlights, c'est les 300 highlights. C'est ok. moi qui travaille C'est dessus. toi qui travailles dessus. Parce C'est que moi dedans, qui tu as les tes édite. best shots, j'imagine, dedans, non? Comment? Enfin, tu ménages un peu la surprise en réservant quelques-unes de tes meilleures photos pour la livraison finale, Non. ou non, tu livres tout Non. dans la highlight? Parce qu'il y a un très gros problème des highlights, c'est que je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui faisait aujourd'hui l'effet waouh des clients, et que c'est limite du moment où ils reçoivent la full galerie, c'est genre, ouais, sympa, mais sympa. Mais aussi, ils sont encore à une semaine, tu es encore dans la hype Exactement. un peu de l'event. Donc les highlights, ça va vraiment être ma galerie principale. C'est généralement une galerie qui part pour tout ce qui est publication. Et c'est ce que les gens vont poster, que ce soit les wedding planners, les clients, etc. Donc c'est la galerie la plus importante pour moi. C'est moi qui choisis les photos, c'est moi qui les édite, c'est moi qui les retouche. Une fois que ça c'est fait, mon catalogue, je l'envoie chez mon éditeur externe. Donc c'est quelque chose que je délègue. Ok. Et lui duplique grosso modo cet editing sur l'intégralité du mariage. Tout ça pour dire que moi, mon gros travail après un mariage se déroule vraiment sur les 3-4 jours qui suivent. Culling, donc c'est-à-dire sélection des photos des miennes et de mes assistants. Mes assistants shootent sur mes cartes, me donnent les cartes non sélectionnées. C'est moi qui fais toute cette sélection-là. Highlights, editing des highlights. Et là, j'ai l'esprit un peu plus libre par rapport à ce mariage de la semaine dernière, puisque mon éditeur externe va travailler sur la full galerie. Ça ne veut pas dire que je ne repasse pas dessus. Je passe grosso modo une demi-journée, une journée à repasser dessus pour tout livrer sous 1 mois. Ok. Ça, c'est le premier produit qui est un produit digital. Le deuxième produit, c'est une boîte avec 15 tirages qui sont grosso modo des A4, qui sont encadrés dans des passe-partout. Et dans une belle boîte avec le nom des mariés, c'est 15 photos que je choisis. Et les clients reçoivent ça chez eux avec une note manuscrite et la clé USB. Ça, c'est pareil, c'est un vrai problème générationnel. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis en train de me poser... En fait, je n'aime pas l'idée à ce que mes clients aient un produit uniquement dématérialisé. Et donc, je continue avec des clés USB, même si c'est pas top. Mais il faut que je trouve un moyen d'avoir un truc un peu plus up-to-date, mais qui soit toujours matérialisé. Dans tous mes packages, ensuite, tu as un album inclus. Tu n'as pas le choix, tu pars avec un album. Pourquoi ? Parce que toujours dans cette notion de matérialisation, je veux que les clients aient quelque chose. Et cet album, c'est un album de 60 pages, donc tu vas pouvoir mettre 120 photos dedans. C'est les 120 photos que tu vas regarder de ton mariage, c'est l'album qui va être posé là, tes enfants vont le prendre quand ils seront là, tes petits-enfants après, c'est quelque chose qui va traverser les générations. Donc il y en a un de manière certaine. C'est toi qui choisis les photos dedans ou tu laisses le choix? Non, je laisse le choix au client. Des fois, les clients me disent « Est-ce que tu peux faire le travail à ma place parce que j'ai pas envie ?» Mais la majorité du temps, c'est eux. Parce que si je choisis les photos moi-même, je vais faire quelque chose qui est un peu éditorial, un peu publication, alors qu'eux, ils veulent beaucoup de photos de famille, etc. Donc, c'est eux qui font le choix. Qui est d'ailleurs une petite limite parce qu'ils peuvent mettre beaucoup de temps à faire ce choix-là. Et ils n'ont pas envie de faire le travail. Cet album est pour moi, pour revenir sur un axe un peu commercial, mon pied dans la porte d'une nouvelle vente auprès du client. La vente d'album. Qui est quelque chose qui se déroule pour moi à la livraison des photos une fois que le mariage est terminé. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle plus du budget de mariage. Parce que c'est un autre budget en fait qui se un débloque. autre budget. Mais Greg, c'est le budget de mariage. Non. C'est un nouveau budget. C'est un budget de honeymoon si tu veux, mais ce n'est pas un budget de mariage. Non, je m'explique par là, c'est que j'ai toujours offert un album dans quasiment tous mes packages. Peut-être à l'époque, vous allez me dire, non, mais il a dit il y a 10 ans... Peut-être dans le package numéro, il n'y en avait pas, mais j'ai toujours beaucoup poussé les albums. Pour la raison principale qui est que c'est un énorme vecteur de bouche-oreille. Tes potes voient l'album, ils regardent, on se marie dans 6 mois, c'est qui, c'est génial, on va le contacter. Donc c'est juste un album, c'est un VRP. C'est un investissement pub bien sûr. que les clients payent. Maintenant, j'ai développé une nouvelle phase de vente avec des brochures qui s'active au moment de la livraison des photos. Et au grosso modo, je dis, vous avez un album qui est inclus,
Mais je vous rappelle que votre événement faisait 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça va être un peu tight de cumuler tout ça, ce qui est vrai. Hein. Ouais, Moi, je sûr. souffrais beaucoup de... t'as un événement 4 jours et les mecs, ils doivent choisir 120 photos sur les 4 jours, tu vois. Et donc, je travaille avec une compagnie d'albums qui est au Canada, qui s'appelle Decora, qui a proposé ce nouveau produit, qui est grosso modo des multivolumes, Ok. que tu peux totalement personnaliser, donc que ce soit sur la couverture ou même sur les tranches. Et donc, grosso modo, je leur fais 4 volumes, 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc, je leur dis, vous avez un album qui est inclus. Maintenant, moi, ma recommandation pour votre mariage, c'est 4 albums, parce que vous aviez 4 jours 4 jours. d'événement. Et puis, ça serait aussi bien de remercier vos parents et vos beaux-parents. Donc, ça serait bien que vous fassiez 3 sets. Donc, moi, si j'étais vous, je commanderais 12 albums. Et ça fait sens. sur les 3 derniers mois, j'ai eu 4 tickets clients à plus de 20 000 euros sur des albums. Ok. Et donc, par rapport au chiffre d'affaires, et tu me posais la question au Ouais. début, j'ai à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires sur de l'album tous les ans. Ok. Qui est totalement additionnel. Oui, c'est de l'upsell pur, quoi. C'est de l'upsell pur qui intervient après. Oui, ça, tu vois, je discutais avec des prestataires comme Dreambooks, etc., qui font de la vente de support, et genre les Français, la France, mauvais élève par rapport à l'Europe ou même le marché monde, en fait. Alors, ça dégrade un peu ta marge, parce que c'est pas le même type de marge que tu trouves sur du service. Bien sûr. Alors attention, la marge que nous, on a en tant que photographe de mariage, mon comptable, il m'appelle tous les mois avec des étoiles dans les yeux. Hein. Oui, tu Il n'y a m'étonnes. pas beaucoup de... Donc ça dégrade un peu cette marge-là, parce que tu peux pas non plus marger x5, x7, x10 sur des albums, parce que c'est des produits qui coûtent assez cher si tu déjà. veux une belle qualité. Moi, par contre, mes albums, je les vends... Alors de nouveau, moi, on me dit que je suis pas cher par rapport à mes concurrents, mais mes albums, ils sortent quasiment à 3 000 euros par volume. Oui, ce qui fait que ça vend. Mais ils ça me vend vite. coûtent 600-700 à la production. Oui, donc là, le coef, il n'est pas dingue non plus. Il est pas... Bah, une fois que tu enlèves la TVA, le coef, il est effectivement inférieur au type de marge que j'ai sur mes prestations de service. Ouais, je comprends. Mais c'est une part extrêmement importante parce que upsell pur est vecteur de communication C'est de ça. dingue. Et donc, pour aller même un peu plus loin aujourd'hui dans cette réflexion-là, moi, j'ai pris un studio à Paris il y a maintenant 6 mois. C'est ce que j'ai te posé la question, parce que toi, tu as une clientèle internationale, mais du coup, ça, cette vente-là, entre guillemets, tu Ouais. le fais comment, en visio ils reviennent sur Paris? Non, alors et j'ai tu fais débloqué. Le studio que j'ai pris à Paris il y a 6 mois, j'expose ces albums-là. Et donc, dans le studio, j'ai une partie showroom. Alors oui, je ne reçois pas tous mes clients ici, mais ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver aussi d'avoir des planeurs. Je me suis rendu compte que les planeurs ne connaissaient pas ça. Ils disent, mais c'est quoi ces albums? C'est ce que tu livres au client, mais c'est hyper beau. Et comme toi, toi avec le client après le mariage, tu te rends compte que le planeur, en fait, il voit jamais ça. Et donc, une autre idée, parce que ça me vient, on parle sur les touchpoints avec les planeurs. Les gens, ils disent, oui, à Noël, je leur envoie du champagne. C'est super. Ils en reçoivent de la part de tout le monde. Ok. Tout le monde leur envoie du champagne. Moi, l'année dernière, quelques planeurs avec qui j'avais fait beaucoup d'événements et qui sont donc des très bons clients, j'ai dit, je vais faire une compile highlights, De leur mariage. forcément accentuée sur le design, parce que bon, le planeur, il s'en fout d'avoir la grand-mère en photo. Et je vais compiler ça dans un album qualité, ce que j'offre aux clients. Et ça va être mon cadeau de fin d'année, etc. Ils étaient super contents. Bah, tu m'étonnes. Ils étaient super contents, c'était personnalisé, c'était différencié. Ils me disent, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est la première fois qu'on reçoit ça, etc. Ce studio, je l'ai aussi pris pour pousser un peu plus l'expérience client, parce que j'ai ce showroom où je montre ça. Et donc, quand les gens viennent, dès qu'ils l'ont en main, le produit, ça vend. Ça, il n'y a aucun sujet. Donc après, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à répercuter cette expérience sur une brochure? Alors, j'ai fait tous les shootings, mais oui, ça marche bien. Si ça peut en inspirer, parce que nous, c'est notre cheval un peu de bataille. D'ailleurs, on va avoir une formation sur la vente de support, parce que les photographes français ne vendent pas assez de support. En fait, vous ne vous rendez pas compte en fait, de l'impact que ça a sur votre expérience client, ce que tu disais, et derrière comme outil de communication, en fait, parce que cet album-là, il va passer de main en main. Absolument. Donc, c'est un ambassadeur incroyable pour vous, votre business, votre marque. Toi, tu te places dans un contexte où tu es Destination Wedding Photographer. Oui. Et dès le début de ta carrière, d'ailleurs, c'est un des points centraux de ta formation, de ta première formation, c'est que tu l'as dit textuellement, c'est que d'entrée de jeu, tu t'es sorti du marché français. Oui. Donc, les histoires de 1 jour, 4 jours, et que forcément, tu es obligé d'adapter en gros le prix par rapport à la couverture, par rapport au nombre de personnes, etc. Mais tu ne peux pas avoir une telle variance sur le marché français, en fait. Enfin, Non. et j'aimerais que tu te mettes à la place des gens qui vivent le mariage français, tu vois, en France. Il y a un truc que je me dis, c'est que déjà, toi, tu es déconnecté du marché français et donc de la réalité de ce que vivent les photographes français. Oui. Et je sais aussi, parce que tu l'as dit lors de ta formation, c'est que tu te dis, ouais, mais en fait, c'est une responsabilité collective des photographes français de ne pas faire évoluer le marché
de la photographie de mariage en France, et que en fait, on a à charge, en gros, d'éduquer le marché. Et ça, tu vois, moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, autant je partageais cette opinion dans le sens où tu as une vraie responsabilité pour éduquer le marché. Tu prenais l'exemple de, en gros, quand tu recevais des demandes qui n'étaient pas qualifiées par rapport à ton tarif, genre on te proposait, imaginons que tu es à 5 000 et on te propose, ouais, mais moi, mon budget, c'est 1 000. Alors juste attention, ces demandes, je les reçois toujours. Hein. Ouais, ok, je me doute. Et donc, du coup, toi, la réponse que tu avais faite sur ta formation, c'était, moi, pour éduquer le marché, c'est-à-dire que tu lui indiquais que, désolé, ça ne va pas le faire parce que moi, mes tarifs commencent à... Et je le fais toujours. Je vais donner un exemple très concret, c'est qu'une de mes meilleures amies, qui est la marraine de nos enfants, c'est Katie au domaine de Patras, qui fait beaucoup de mariages français. Elle a la gentillesse de placer mon nom à des clients. Je reçois des demandes tous les mois. Mon budget, c'est 2 000 €. Comme je ne veux pas qu'un client français reparte, et quand bien même je suis dispo, je dis poliment, je ne suis plus dispo à ta date. Mais comme je ne veux pas qu'il reparte avec l'idée, on n'a pas eu Greg Fink parce qu'il n'était pas dispo, je dis, et pour information, mes tarifs commencent à 45 000 €. Ok, très bien. Et là, il se prend une petite désauce, mais tu peux pas dire, je vois le mariage de Charles Leclerc, il a fait Charles Leclerc avec ce truc-là, et puis le mec... Tu fais pas 2 000 €. Quand bien même, je dois dire... Et excuse-moi, j'espère que je t'ai pas coupé dans ton élan. Un petit peu, mais ça fait... L'éducation de la clientèle française, j'ai refusé de m'y atteler. C'était trop compliqué. Ça allait mettre trop de temps, donc j'ai directement dit, boum, moi je vais là où le marché est déjà mature. Mais justement, je voudrais revenir sur cette question d'éducation du marché. Moi, c'est une notion auquel je ne crois plus à l'échelle d'un solopreneur. Tu vois, à la limite, et même à l'échelle d'une multinationale, je ne pense pas que, même si tu prends une boîte comme Apple, ait la capacité d'éduquer un marché. En fait, je pense à un besoin qui est latent, qui est là, et que tu contentes, mais un solopreneur, a fortiori, ne va pas éduquer un marché de la taille de la photographie de mariage, par exemple. Et tu as raison. Donc du coup, c'est quoi la solution ? C'est de venir te plaindre en disant « je n'arrive pas à en vivre et je suis bloqué à 2000 ». Tu es bloqué à 2000 parce que ta cible te bloque à 2000. Bon, après, si tu me dis « je parle pas anglais », bon, c'est un problème aussi, tu vois. Si tu me dis... mais que tu peux adresser. Que tu peux adresser, c'est-à-dire que tu peux adresser. Un des plus gros investissements que les photographes de mariage peuvent faire aujourd'hui, c'est de parler couramment anglais. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Donc, tu ne peux pas taper dans le mur en disant « moi, je fais des mariages dans le Limousin tous les week-ends et les gens ne veulent pas mettre plus de 2200 €. » Alors que bon, tu fais 300 km de voiture, ou 500, tu as parmi les spots de mariage les plus hautes du monde en ce moment, que ce soit Paris, la Côte d'Azur, avec des gens qui mettent plusieurs millions d'euros sur le mariage. C'est quand même ça qu'il faut réaliser, c'est qu'on est quand même un peu des enfants gâtés sur le sujet. Moi, je me rappelle, j'ai fait des workshops avec des photographes qui étaient basés en Slovaquie, en Roumanie. Et donc, ces gens-là, ils ont dit « OK ». Et d'ailleurs, on le voit tous les jours, plein de gens, des photographes de l'Est, qui se spécialisent en Italie. J'en ai encore vu, ils sont venus me rendre visite à mon studio il y a 2 jours, ils habitent à Budapest. Tous leurs mariages sont au lac de Côme ou sur la côte amalfitaine. C'est eux qui ont décidé. Je suis à Budapest, en Hongrie. Et en Hongrie, je pense que le marché de la photographie de mariage, il est même un peu plus bas qu'en France, de manière certaine. Ils ont dit, mon positionnement, c'est celui-là. Donc après, tu vas me dire, non, mais moi, j'ai pas envie de voyager. Bon, ok. Tu es en train de me sortir des excuses. Donc, la clientèle française, tu ne l'éduqueras pas tout seul, mais tu es quand même sur un terroir aujourd'hui où il se passe plein de mariages, où tu peux correctement gagner ta vie. Et avant de parler des Américains, la clientèle la plus qualifiée aujourd'hui en Europe, c'est les Anglais. Okay. Les Anglais, ils peuvent mettre 10, 15 000, des fois 20 000. J'ai fait ça, j'en ai même eu un qui a mis 30 000 il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais étonné. Mais donc voilà, c'est toi qui décides aussi quelle clientèle tu décides d'adresser. Alors après, je sais, le photographe, il va me sortir une foultitude de « mais toi, tu vois jamais tes enfants, tu passes ta journée sur la route, moi, je peux pas faire 300 km tous les week-ends, moi, je parle pas anglais, toi, tu as eu la chance de vivre aux États-Unis, moi, j'ai pas ta formation business. » Je connais la liste des excuses qu'on me sort d'habitude pour répondre à cette objection. Oui. Alors moi, je suis un peu aussi de ton avis pour le coup, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas être critique par rapport à ta situation si tu n'es pas capable ou si tu n'as pas envie de faire les efforts qu'il faut faire pour t'en extirper, tu vois. Je suis très cette team-là. Par rapport à ce que tu as dit, est-ce que ça revient à dire que finalement, on ne peut pas vivre correctement, ou il y a quelques exceptions, mais tu ne peux pas, en moyenne, vivre correctement du mariage français? Oui. Ok. C'est dit. C'est dit. Ouais. Très bien. Au moins, ça le mérite d'être clair. Non, mais alors attention, parce que les gens ils vont dire « ah, mais lui, il fait 1 million, machin truc, etc. » Chacun a ses besoins, mais on va faire le calcul très rapidement. C'est que des mariages, je pars du principe que tu ne peux pas en faire plus de 25 par an. Allez, 30 si tu as envie. Ouais. Il y a des gens qui me disent tous les jours, j'en fais 5. Si tu veux, 50, c'est super. Et moi, plus tu travailles, mieux c'est. Moi, je ne suis pas la team... Mon dernier mariage, c'est le 15 octobre. Je prends 6 mois de break jusqu'au 1er mai. Je dis, mec, tu fais quoi pendant 6 mois? Donc, ok, tu fais 25 mariages par an. Tu es sur du mariage français. Tu es plutôt bon. Tu factures 3 000. Ça fait 75 000 € de chiffre d'affaires.
bon, tu as quand même un peu d'investissement, enfin un minimum, enfin un ordinateur qui pète une fois de temps en temps, un nouveau boîtier, il faut quand même payer 2-3 assurances. Qu'est-ce qui te reste à la fin? Donc quand même, il te reste 50 000 euros. Tu as été bon, tu as tout optimisé, tu as fait 75 000 euros de chiffre d'affaires, tu as investi que 25 000. Et puis là-dessus, il y a, même si tu es en auto-entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est 21%, je ne sais plus quelle est les charges dessus. 23, il te reste 50 000 euros. 50 000 euros, c'est super quand tu as 25 ans, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est tout aussi bien quand on a 30? Est-ce que c'est tout aussi bien quand on a 40, quand tu commences à avoir des enfants? Imagine, ton partenaire, il n'a pas une situation, il faut faire vivre 2, 3, 4 personnes. Tu as envie peut-être d'investir et d'acheter. Bon, me dis pas tu fais ça avec 50 000 euros. Me dis pas demain tu vas à la banque pour obtenir un prêt avec un auto-entrepreneuriat où il te reste 50 000 euros à la fin. Donc tu peux le tourner dans tous les sens. Explique-moi si la réponse c'est pas oui. Comment, quelle est la réponse à cette équation? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Mais tu vois, par exemple, tu prends l'exemple, tu mets une barre à 75 000 euros. 75 000 euros, je peux t'assurer, parce que nous, on est en prise directe avec les photographes c'est français. C'est pas des niveaux qu'ils atteignent. C'est la moitié, voire le quart, tu vois ce que je veux dire, parfois, ou le tiers, tu vois. Ouais. Et je comprends ce que tu dis. Donc, pas possible pour toi d'en vivre correctement. C'est-à-dire qu'après, il va falloir certainement que tu te diversifies, que tu fasses autre chose hors saison, etc. Double activité. Ou double activité. Après, c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Oui, l'auto-entrepreneuriat te maintient. L'auto-entrepreneuriat te maintient dans ce truc de petit. Ouais, je comprends. Ok, tu dis, pas possible pour toi de bien vivre de la photographie de mariage si tu te contentes des mariages français. D'en vivre sur le long terme. Ouais. Ok, je comprends. Maintenant, à l'échelle, tu vois, le modèle que tu prônes, c'est-à-dire Destination Wedding pour adresser une clientèle qui, elle, a les moyens de bien te faire vivre, finalement, à l'échelle, est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que ce marché-là que tu touches aujourd'hui, d'accord, est inondé de photographes, bah, c'est aussi un modèle qui ne marche pas, parce qu'il n'y a certainement pas la taille de marché suffisante pour nourrir beaucoup de personnes. Je te donne un exemple. L'année dernière, en France, il y a 9000 sirettes de photographes qui se sont ouverts. Données INSEE. D'accord? Le chiffre, je crois que nous, quand on a commencé, c'était aux alentours de 20-25 000 photographes professionnels, tu vois. Aujourd'hui, on en est à 60 et 9000 sirettes ouvertes de photographes, rien que l'année dernière. Tu t'imagines bien qu'en fait, quand tu as un tel flot ou un tel afflux de personnes sur un marché, bon, bah, mécaniquement, en fait, ça fait moins de prestations que tu peux adresser par personne, en fait, parce qu'en fait, le marché est plus dilué. À l'échelle, ton modèle, je ne suis pas convaincu qu'il puisse marcher. Mais alors attention, y a plusieurs trucs. Déjà, le modèle, je ne le prône pas, ça a été le mien. Ok. C'est mon parcours, les gens font ce qu'ils veulent. Mais du coup, quelle est l'alternative alors? Moi, je suis en train de dire, si vous avez l'ambition... Je suis là depuis 17 ans. Je me rappelle, à l'époque, dans ma formation, je dis, il y a 95% des gens qui, après 10 ans, seront hors du marché. Et quand je vois les gens qui ont commencé avec moi aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main dans l'industrie. Tu évoquais Béatrice tout à l'heure, Béatrice de Guigné, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé. Il y a Pascal Délé qui fait encore du match, mais on est très peu, les gens qui étaient là il y a 15 ans. Une fois qu'on a dit ça, donc... Chacun a son parcours, et Béatrice, qui fait du très beau travail, a une trajectoire différente de la mienne, avec une clientèle qui est différente de la mienne. Oui, mais c'est toujours du destination, par contre. Ça, c'est quand même un pattern qui est assez reconnu, c'est-à-dire que ceux qui en vivent le mieux... si tu veux être là sur le long terme, il faut spécialiser là-dessus. Est-ce que j'ai une recette pour faire vivre tes 60 000 photographes du marché français demain? Non. Alors déjà, les 60 000 ne font pas tous du mariage. Mais c'est comme si j'avais envie de te dire, ton fils aujourd'hui, il est bon au foot parce qu'il fait 3 dribbles sur le terrain. Est-ce qu'il va finir dans l'équipe de France? Enfin, tu vois, c'est pareil. Ouais, je comprends. Donc il y a des gens, ils vont finir en équipe de France, il y a des gens, ils vont finir en division 1, d'autres en division 2, et puis d'autres en régional, et puis ils seront très contents comme ça. Il y en a qui arrêteront aussi. Et il y en a qui arrêteront aussi. Maintenant, sur le sujet de, il y a un nombre limité d'événements. Oui, tu as raison. Maintenant, moi, de la même manière que tu ne peux pas me citer 10 personnes avec qui j'ai commencé il y a 15 ans, tu ne peux pas me citer 10 photographes français qui sont en compétition avec moi sur les appels d'offres que j'ai. Et les appels d'offres que j'ai, ce n'est pas les mêmes appels d'offres que j'avais il y a 5 ans. Donc quand tu factures, que ça soit 50, 80, 100 000 euros, ce n'est pas les mêmes clients qui mettent 20 000 sur leur photographe. Qui ne sont pas les mêmes clients qui mettent 30, qui ne sont pas les mêmes clients qui mettent 10. Donc il y a quand même une foultitude. Et plus tu diminues, entre guillemets, le budget, plus il y a de monde. Donc aujourd'hui, effectivement, le problème que j'ai, c'est que un mec qui met 100 000 euros sur son photographe de mariage, c'est qu'il a au minimum 2 millions d'euros sur son mariage. Des mariages à 2 millions d'euros en France, il y en a. Il n'y en a pas non plus. Ça se compte pas, je ne sais pas si ça se compte en 4 chiffres de manière certaine, non. Si ça se compte en 3 chiffres, c'est pas énormément. Après, il va voir aussi... Mais quand même. Mais quand même, il y en a. Il y en a. Pas sur des mariages à 1 million d'euros, il y en a beaucoup plus. Pas sur des mariages à 500 000 euros, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Même des fois peut-être des Français.
Pas sur des mariages à 200 000 euros, il y en a beaucoup plus. 200 000 euros. Il y avait ce chiffre magique à l'époque qui était de 8%. Bon, tu fais 8% de 200 000 euros, ça fait une belle enveloppe pour ton photographe. Je ne dis pas que c'est ce que la personne va investir, mais c'est ce qu'elle est en mesure d'investir. Donc, il y en a à tous les étages. Or, aujourd'hui, regarde aussi les mariages qu'on a eu en France. Qui est-ce qui les shoot ? Il y avait un très beau mariage à la Villa Frussier avant-hier, c'était Bottega. Yeah, c'est que des étrangers. José Villa vient de poster un mariage à l'hôtel du Cap, il était là il y a un mois. C'est que des étrangers. Donc, les mariages sont là. Donc, je ne dis pas qu'ils sont là pour les 60 000 personnes, mais il y en a un certain nombre. Or, aujourd'hui, je trouve que tous les segments et tous les étages sont relativement dépeuplés de photographes français. Comment tu l'expliques ça ? Pour toi, c'est quoi les causes de ça ? Je te dis, je pense que c'est le serpent qui se mord la queue, où il y a cette peur. On commence tous par l'auto-entrepreneuriat. Mais moi, l'auto-entrepreneuriat, j'y suis resté 2 ans, qui était grosso modo le temps de mon chômage. Du moment où je me suis payé un vrai salaire qui allait compter pour ma retraite avec des vraies charges sociales, etc., j'ai débranché l'auto-entrepreneuriat et je suis passé en société. Le jump, on l'a dit, auto-entrepreneuriat, première année 60 000, 2 ans après 200, qui est à peu près le jump qu'il faut faire pour passer en société, parce qu'à un moment, tu intègres la TVA, les charges sociales, etc. Bon, si tu dis, moi j'ai peur, parce que c'est ça aujourd'hui, il y a un truc qui, moi, Les photographes français, ils ont peur. Mais tout le monde a peur. Pas que français. Les photographes ont peur. J'avais encore cette discussion hier en DM, et quelqu'un qui m'a vu sur un behind the scene avec un Leica. Oh, je l'ai aussi, mais ça me fait peur de le prendre en main. Mais mec, t'as peur de tout, en fait. Traverse pas la route, hein, tu vas te faire renverser par un camion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a cette peur de la TVA. Bon, la TVA, oui, tu dois à un moment de prendre 20%, mais les 20%, tu les récupères aussi sur le matériel que tu achètes. Et puis, il y a un moment, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Et je trouve que moi, j'ai une âme d'entrepreneur. Mes parents étaient entrepreneurs. J'adore ça. J'aime ce côté. Je suis maître de mon agenda. Peut-être que je ne sais pas exactement ce qui est sur mon compte bancaire le 31 décembre. Mais ça va être cool. On va rigoler, quoi. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et il manque ça aujourd'hui. Et donc, je pense que l'état d'esprit entrepreneuriat, effectivement, on sait qu'on n'est pas forcément les meilleurs en France. Et puis, on a aussi des outils qui nous maintiennent en permanence dans une espèce de ventre mou, tu vois. Donc, moi, ce que je dis, c'est que quand je me suis retrouvé avec ma fille dans 40 mètres carrés, je n'avais pas le choix que de faire en sorte que ça marche. Et on me disait, ça ne marchera pas. On me disait tout ce qu'on est en train de dire là, qui sont, à mon sens, une foultitude d'excuses. Parce que tu regardes en dehors de nos frontières, il y a des gens qui vivent très bien de ce métier-là. Et quand je dis très bien, c'est très bien. Tu vois, par rapport à ça, 2 choses que je voudrais dire. Quand tu m'as dit, on prépare l'interview, tu me dis en fait, sur la scène notamment de l'Europe de l'Est, il y a des photographes qui sont tes concurrents aujourd'hui. Ouais. Exactement. Mais tu as dit, dans la foulée, c'est qu'en fait, ces gens-là, n'ayant pas de marché interne, capable de payer ces tarifs-là, de facto, ils se sont mis, en fait, on va adresser le marché en Europe et de la clientèle étrangère qui vient se marier en Europe, tu vois. Sur l'Europe de l'Est ou en Italie, il y a une super scène aujourd'hui. Ouais, c'est ce que tu me disais. Bottega, ils me piquent un client sur 2. Et ils font du super taf, créativement, et c'est aussi un sujet sur lequel, après, on peut repartir si tu veux, c'est que dans mes formations à l'époque, je donnais une sorte de recette. Et c'est sûrement mon erreur, parce qu'aujourd'hui, les photographes veulent des recettes. Ils prennent le truc en disant, OK, je vais suivre exactement. Aujourd'hui, je le vois, c'est que 9 questions sur 10 que je reçois sur Instagram, c'est « Quel appareil utilises-tu » Je le dis, le mec va l'acheter tout de suite. J'ai eu l'exemple, on était en Floride, j'étais à un mariage le week-end dernier. J'ai pris une assistante dans ma team, c'était la 4e photographe, c'était quelqu'un avec qui m'avait booké pour une session one-to-one il y a 2 mois. Aujourd'hui, je fais un truc, c'est que je veux réintroduire beaucoup d'argentique dans mon travail, mais je ne peux plus le faire moi-même forcément parce que je suis trop pris avec tout ce qui se passe sur ces événements. Donc, je prends un photographe qui ne fait que de l'argentique. C'est ma façon de réintroduire aujourd'hui du film. Je lui ai donné un Contax G2, qui est un bel appareil 35 mm, etc. Bon, je lui ai montré les photos hier. On est quoi aujourd'hui ? On est vendredi. On a shooté samedi. Elle a vu les photos, elle dit « J'achète un Contax G2 », qui est un investissement avec le flash de 2500, 3000 euros. T'as envie de dire « Calme-toi ». Enfin, calme-toi. Donc, il y a ce côté aujourd'hui où on veut dupliquer des recettes. Quand je vois ma compétition européenne, que ce soit des gens de l'Est ou des Italiens, ils proposent un produit qui est totalement différent. Je suis extrêmement respectueux du produit que propose Bottega. Et je suis très content d'être en... Est-ce que tu peux savoir, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, etc., quelle différence ils font en fait sur le produit ? Ils proposent quelque chose de beaucoup plus éditorial,
donc beaucoup de flash en plein jour. Ils viennent de la mode, donc tu sens cette patte-là. C'est à mon sens plus posé, plus dirigé. Quand une nouvelle fois, moi je suis pas à l'aise à avoir ce type de proximité avec les gens ou de les interrompre en disant tu sais quoi, tu vas reprendre la coupe de champagne. Mais je suis très content d'être en compétition avec eux parce que c'est deux produits qui sont très différents. Or, aujourd'hui, je vois la scène montante entre guillemets française où j'ai l'impression qu'ils suivent un espèce de pas à pas de la méthode Greg Fink, c'est ces angles, c'est ce type de lumière, c'est beaucoup de contre-jour. Ah là, il vient d'acheter un Leica Q2, ça va nous aider à avoir un style un peu plus éditorial, donc on va acheter un Leica Q2. Bottega, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont dit ça c'est notre patte, on va y aller à fond. Alors eux aussi maintenant sont copiés. Mais moi je suis toujours très content d'être en compétition avec eux parce que c'est au moins deux trucs où le client peut faire un choix en connaissance de cause. Et aujourd'hui, le client que je vais shooter juste après au Grand Hôtel du Cap Ferrat m'a dit, on a considéré Bottega et on t'a pris parce que c'était un peu plus intemporel, un peu plus classique, mais toujours avec ce petit twist quand eux, ils sont un peu trop à fond dans ce truc. Mais sauf qu'il y a des clients qui veulent être à fond dans le truc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, ces gens-là, ils ne sont pas mis en face d'un manuel en disant qu'est-ce qu'il dit, machin truc, et comment... Et c'est des gens qui facturent la même chose que moi, voire un peu plus. Je comprends. Tu vois, tu parlais de ça, donc, lors de ce workshop dont je parlais tout à l'heure. À un moment donné, il y a un attendiste qui est Romain, salut si tu nous regardes, et qui dit, tu sais, moi j'ai commencé grâce à toi, etc. Et donc, en tant que formateur sur Ampara, et toi en tant que photographe de mariage et aussi formateur sur Ampara, on est devenus des rôles modèles. Ce que j'ai envie de lui dire à ce Romain, c'est qu'en fait, à un moment donné, d'ailleurs, il était sur ce workshop-là pour sortir de ce canevas dans lequel il était rentré, tu vois ce que je veux dire, mais à un moment donné, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, en fait, il faut que tu tues le père. Il faut que tu fasses tes trucs. Exactement, c'est un bon terme. C'est ça, en fait. C'est un bon terme, il faut tuer le père. Et de nouveau, je pense qu'il y a toute une partie de mon workshop à l'époque que les gens n'ont pas enregistré, c'est que j'avais ce truc-là en disant, ça part de toi. Et j'aimerais qu'on revienne de nouveau à l'artistique, parce qu'on reparle beaucoup de nouveau de branding, de tarifs, etc. Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer via tes photos? Pour moi, c'est central. Est-ce que les photos que tu fais génèrent quelque chose chez toi? Et pas forcément chez le client, c'est-à-dire chez toi, ça résonne. Déjà, chez le client, j'allais dire on s'en fout, c'est pas le terme. Greg Fink, il a dit le client s'en fout. Je l'avais dit ça à l'époque et c'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, je shoote un mariage pour moi-même. 99% des clients m'envoient ce mail en disant « Oh mon Dieu, les photos sont incroyables ». Quand bien même, moi, j'envoie les photos en disant « Celui-là, il était pas bon. Hein. » Donc, qu'est-ce que ça génère chez toi? Et aujourd'hui, vous avez un médium entre les mains qui s'appelle un appareil photo. Alors déjà, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur le sujet. Des 35 mm, des moyens formats, de l'argentique, du digital, de la lomographie, ce que vous voulez. J'ai un mec aux États-Unis aujourd'hui qui est un de mes mentees, il fait du Polaroid. Et c'est sa touche. Et en partant, le soir, il donne un album et il y a 150 Polaroid. C'est une super touche. C'est une super touche et les gens, ils apprécient. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, toi, en tant qu'artiste? Est-ce que déjà, tu es un artiste? Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question. Je vois des gens qui font des reconversions. Ils se sont dit, j'ai vu le pot de miel, on a l'air de bien, la soupe a l'air bonne, donc on va aller photographier. Est-ce que tu es un artiste à la base et qu'est-ce que tu as envie d'exprimer via ça? Et si tes photos ont du sens, génèrent quelque chose chez les gens, je te jure qu'il va y avoir une réactivité. Et donc ça part dans ce sens-là, pas « Ok, Greg Fink, il a dit qu'il fallait mettre un costard noir, une cravate, acheter des mocassins et puis parler en anglais. » Non, enfin... Je vois très bien le cliché. Mais du coup, moi je mettrais quand même une limite à ce que tu dis. C'est-à-dire que, toujours par rapport à cette histoire de feedback, parce qu'il y a des gens qui proposent quelque chose de différent, mais que si tu me demandes mon avis, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est différent, mais c'est pas bon. Parfois, c'est franchement dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais pour, en fait, savoir que... Enfin, faire quelque chose de différent, tout le monde arrive à identifier, ok, là, je fais quelque chose de différent. Mais encore une fois, c'est comment tu fais pour t'assurer qu'en vérité, c'est différent et bon, et que ça résonne sur le marché, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, différent ne veut pas forcément dire que ça va résonner avec le marché. Est-ce que tu as une clientèle? Aujourd'hui, si tu veux simplifier le métier
au maximum, c'est de l'offre et de la demande. C'est de l'offre et la demande. Fondamentalement, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Si tu veux le résumer en termes économiques, c'est offre-demande. J'ai eu la chance, pendant 17 ans, mis à part les 2 années de Covid, de photographier 20 mariages par an. Et pour photographier ces 20 mariages, d'avoir 10 fois plus d'inquiries, de demandes. Donc j'ai tous les ans, je ne sais pas si le chiffre est exact, le rapport de 1 à 10, il est peut-être plus que ça. J'ai 300 demandes par an pour photographier 20 mariages. Bon, le jour où tu as 7 demandes par an, tu peux te poser des questions quand même. Et quand tu reçois une demande, c'est des gens qui ne sont pas au courant. Alors tu peux me dire, c'est parce que je n'ai pas la visibilité. C'est ce que j'allais te dire. C'est parce que Instagram, il a changé l'algorithme. Mais ça, c'est ce que je te dis. Enfin, ça, c'est vraiment le feedback premier. C'est-à-dire que quand tu as cette demande, le premier feedback que tu vas avoir, c'est parce que je ne suis pas assez visible. Tu vois, et on se pose pas, en fait, très peu on se pose la question de ton travail. Mon canal aujourd'hui de business le plus important, et ça a toujours été le cas, tu as réagi dessus, je t'ai dit, j'ai photographié mon premier mariage en 2009, j'en ai fait 20 l'année d'après. Bon, bah, à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Ouais. Mon canal de business le plus important, c'est le bouche à oreille. Ouais. Le bouche à oreille. Et José Villa te le dit depuis 25 ans. Mon canal de business le plus important est le bouche à oreille. Je peux te dire que tu es dans un confort. Ma sœur s'est mariée l'année dernière, les photos étaient incroyables. Est-ce que tu es dispo le 18 juin l'année prochaine? Oui, merci, signé. Tu peux m'expliquer? De nouveau, tu es dans des excuses. L'algorithme, il a changé. Ouais, comme le football, comme il disait Kylian. Le football, il a changé. Ouais, l'algorithme, il a changé pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je ne crois plus mon Instagram comme... Canal d'acquisition. Non, j'ai 0 acquisition aujourd'hui. Je gagne 15 followers par jour entre ceux qui me follow et ceux qui m'unfollow. Par contre, je suis sur une base de recommandations, que ça soit de nouveau des clients finaux ou des wedding planners. Parce que les wedding planners savent comment je travaille. Donc, si tu me dis non, mes recommandations, j'ai pas non plus, en fait, tu n'as jamais shooté de mariage, tu n'as jamais eu de client, en fait. Donc, si tu n'as jamais eu de client, tu peux te poser des questions sur ton travail. Tu as aussi ce feedback-là de faire des bonnes photos ne suffit pas. Tu vois? Parce qu'il y a ça aussi. Parce que là, on pourrait te dire, OK, alors du moment que j'ai des bonnes photos, et que je m'assure que j'ai des bonnes photos, a priori, ça devrait rouler pour moi. Est-ce que c'est suffisant pour toi ou Non plus. Non plus. En fait, on a... et c'est toute la complexité. Donc, ce métier, il est facile d'un côté et facile de le simplifier comme on l'a fait, offre-demande, et il est très complexe de l'autre. Tu as 2 lobes de ton cerveau, tu as côté droit, côté gauche, je ne sais plus qui fait quoi, mais il y en a un qui gère la sécurité et l'autre qui gère l'artistique. Moi, on m'a toujours dit, Greg, ta grande force, c'est que les deux, tu as 2 moteurs aujourd'hui, tu as 2 moteurs V8 dans le cerveau. Moi, j'ai la chance, on m'a dit une fois, ils fonctionnent de manière conjointe. Il y en a, soit le gauche fonctionne très fort, soit le droit fonctionne très fort. Il y en a, ils vont très business, mais ils abandonnent totalement l'artistique et ça ne marche pas. Et les autres, c'est des artistes qui réussiront jamais à se vendre. Et alors, dans l'histoire de l'art, ils sont quand même généralement plus fréquents que de l'autre côté. Tout à fait. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux qui travaillent conjointement, mais parce que je le travaille aussi. Bon, tu as le droit aussi, si tu es un artiste très très bon, et tu es sûr que tu es très très bon, je demande à voir, mais tu m'as dit que tu es très très bon. Bon, il y a des aides aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents de photographes. C'est quelque chose qui se développe énormément aux États-Unis. Eric McVeigh, mon photographe de mariage, est dans une agence. 2 photographes de mariage. Bien sûr, ça s'appelle The Artist Co. Sam Blake, qui vient de photographier le mariage de Selena Gomez, est dans la même agence. Norman Blake, qui est parmi mes photographes préférés en ce moment, est dans cette agence. Ces gens-là, ils ont dit, moi, c'est l'artistique. J'ai pas envie de gérer un contrat, j'ai pas envie de gérer un email. Et ils ont donné ça à une société qui leur prend 20% de leur marge, mais qui leur rapporte tellement de business qu'à un moment, ils s'y retrouvent. Donc, si tu veux, tu continues à me donner toutes les excuses du marché. Ou alors, tu prends les choses aux mains et tu dis, OK, je vais fixer le truc. Petit aparté aussi, je regarde un de tes mariages là, en prévision de cette interview. Donc, je vois en fait la liste des prestataires sur Insta que tu cites. Et à un moment donné, je vois météorologiste. Ah oui, c'est celui à Nashville. C'est celui de Lane Johnson, le joueur de la NFL. Ouais. Ah ouais. Parfait. Ouais, j'ai rigolé moi-même quand je l'ai marqué. Le jour où vous shootez un mariage où dedans il y a un météorologiste pour votre mariage, c'est que vous avez passé un cap quand même. Écoute, ouais. Alors après, c'est pas que ça se comprend, parce qu'il n'y a rien qui n'explique un météorologiste de mariage. Et en plus, je suis allé voir le profil de ce gars. C'est vraiment, son métier, c'est météorologiste d'événements et mariage. Alors, okay. 2 anecdotes sur le sujet. La première, c'est que c'était un mariage qui était dans le Tennessee, c'était à côté de Nashville, mais c'était dans un champ et tout était construit. Donc, ils avaient construit toute la structure et donc, il n'y avait pas vraiment de plan B. Donc, je pense qu'il fallait qu'ils soient sûrs de leur coup. La seconde, elle est marrante puisque c'est elle mes plus proches. C'est celle de nouveau, Rim, pour ceux qui la connaissent, ma femme, elle est un peu chamane.
Elle aime bien tout ce qui est ésotérique, etc. Et donc pour notre mariage à Bali, 3 jours avant, on nous dit il va pleuvoir. Et là, il y a la wedding planner qui arrive, qui dit non mais moi je connais un mec, il fait une espèce de danse de la pluie et ça éloigne la pluie. Ok. Ok. Et il était censé pleuvoir le vendredi. Et Riem, elle me dit Greg, je prends la danse de la pluie. Allez, bim, 300 balles de plus dans le budget. Combien C'était 300 parce que c'est Bali Ouais, aussi, c'est tu vois. vrai. Donc ça, c'est pas non plus... je pense que le météorologiste oui. dans le Tennessee lui prend plus. Et donc le mec fait la danse de la pluie le vendredi. Le vendredi, nickel, pas une goutte d'eau. Samedi, pendant le dîner, pluie torrentielle. Elle me regarde, elle me dit, tu vois, fallait prendre les 2 jours. Fallait payer 600 balles. Génial. Un autre point aussi que je voulais aborder avec toi, et pareil, je reprends toujours ce workshop-là auquel j'ai assisté, parce que du coup, j'ai pu un peu voir le feedback, en fait, tu vois, où les gens, les questions que se posaient les gens, c'était par rapport à la Gen Z, la génération Z, tu vois ce que c'est-à-dire. Pour des photographes, par exemple, qui ont j'allais dire mon âge, mais notre âge, il y en a qui se sentent en décalage avec la Gen Z, qui ne comprennent pas forcément cette génération, les attentes de cette génération. Ouais. Et là, tu as 2 cas de figure. C'est soit les photographes qui essayent de comprendre pour y répondre. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Soit justement, trop de décalage, en disant c'est pas comme ça que je vais faire de la photo, ou je ne comprends pas, c'est une génération que je ne comprends pas, et donc je songe à arrêter. Toi, quel regard tu portes par rapport à ça et quels sont les codes que toi tu identifies de la génération Z? Et comment tu y réponds et comment ça résonne en toi? Quel regard? Écoute, c'est une question hyper intéressante et j'y pense énormément en ce moment. C'est une question hyper intéressante parce que je vois beaucoup d'arrogance. Et je ne parle pas là de la France, j'entends aussi les photographes américains, par rapport à cette tendance Gen Z. Alors, tendance Gen Z, de quoi on parle? Alors, le Gen Z, on en parle beaucoup c'est les clients. C'est les clients qui arrivent maintenant, qui se marient, c'est des gens de la Gen Z. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des content creators. Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, mec qui va dans le suivre, workshop, il y avait une content creator. Ouais. Donc, des mecs qui te suivent avec un téléphone et qui, toi, tu n'as même pas encore téléchargé tes cartes SD, qu'eux, ils ont déjà livré tout le mariage. Donc, tu as l'impression que ça t'a un peu défloré ton travail. Sur les photographes Gen Z, c'est des gens qui vont proposer des photos un peu floutées, du Dutch angle. Donc, Dutch angle, c'est les photos qui ne sont pas forcément cadrées droit. C'est beaucoup le flash en pleine face. Ça va être du film qui va être sous-exposé. Toi, tu regardes le truc, tu dis juste la photo, elle est ratée. Et pareil, encore une anecdote perso aujourd'hui, c'est nos 2 ans de mariage. Et j'ai posté une photo sur Instagram qui vient de notre photographe à Paris. C'est une photo avec un Olympus 35 mm, film. Il était au bout du film, donc on a une bande de lumière. Riem me dit, putain, la photo, elle est géniale. Je dis, c'est un appareil à 80 balles et la photo, elle est ratée, en fait. Mais ça n'empêche que, 2 ans après, j'aime toujours bien cette photo. Parce que, c'est une proposition, en fait. C'est une proposition et il y a un côté, on casse le parfait. Et je pense que ça soit la Gen X, dont je fais partie, ou les millennials, on aimait bien tout ce qui était parfait, les cadrages parfaits, tout nickel, et vendre une espèce de fantasme du mariage. Et moi, j'entends beaucoup, et je le dis aussi, mon job sur un mariage, c'est de faire en sorte que le mariage ait l'air plus beau que de ce qu'il était réellement. Et je pense qu'on est beaucoup approché le mariage comme ça. Donc aujourd'hui, la Gen Z, ils approchent le truc un peu différemment en disant, moi, je remets en question et je challenge le côté parfait. Et donc, tu as 2 façons de le voir. Dire, c'est des tocards, ils n'ont rien compris. Mais là, vite fait, tu commences à arriver dans la case vieux con. Oui, c'est ça. Et moi, je me rappelle quand on est arrivé sur le marché il y a 17 ans, j'avais les mêmes, je ne les citerai pas, ils ne sont plus sur le marché aujourd'hui, qui disaient « Non, mais lui, c'est un photographe Instagram. » Instagram, moi, je n'irai pas dans ce truc-là. C'est de la vulgarisation de la photo. Moi, j'ai bâti ma carrière entière sur Instagram. Sans Instagram, je n'ai pas de clients. Alors, du coup, parce que tu viens de dire que c'est la recommandation. Ton canal d'acquisition. C'est un tout. Mais aujourd'hui, donne-moi juste les recommandations. Enlève-moi Instagram, tu m'enlèves tranquillement 50% de mes demandes. Alors, je ne dis pas que toutes ces demandes-là sont qualifiées. Et tu vis de la recommandation après 17 ans, mais la recommandation, il faut bien qu'elle se bâtisse. Et remets-moi dans la question de base sur la Gen Z, parce qu'elle est très intéressante après. Il faut bien que les gens comprennent qu'il y a plein de canaux différents. Pour les gens qui connaissent Engage, qui est une conférence de mariage. Comme il y en a plein, il y a des workshops, il y a des conférences. Il y a des gens qui ne bouclent leur business que d'aller dans les conférences comme ça et de parler aux planeurs, et ils n'ont pas d'Instagram. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'un des wedding planners potentiels, je ne sais pas si ça sera celui du mariage, mais de Taylor Swift, n'a pas d'Instagram. Okay. Et quand tu arrives sur sa page, sur sa homepage, il y a juste son logo sur un fond noir en disant « If you want to see portfolio, please inquire ». Il n'y a rien en ligne. C'est de l'anti-vente, en fait. C'est de l'anti-vente et c'est considéré comme certains comme le top du luxe.
Mais bon, pour en arriver là, je déconseille à tout photographe aujourd'hui de dire j'ai pas Instagram, j'ai pas de website. Si tu veux me voir, il faut me contacter en direct. Pour en arriver là, il faut quand même avoir voyagé un peu. Instagram, quand j'ai commencé, je postais à 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu gagnais 2000 followers par jour. Donc, tu as la voie Instagram, tu as la voie bouche à oreille, tu as la voie networking. Il y a plein de voies possibles. Quand tu arrives à allier toutes celles-là en même temps, il se passe un bel alignement des planètes. Bien sûr. Donc tout ça pour dire que la Gen Z, soit tu le prends de haut en disant « mecs ont rien compris », et je pense que là, ça veut dire que tu commences à être sur la fin. Parce que ces gens-là, je les ai entendus à 15 ans. Par rapport à Instagram. Et puis tu les entends, c'est ton oncle un peu bourré au repas de famille qui t'explique que la musique d'aujourd'hui, c'est de la merde. Hein. Et puis c'est comme les musiciens qui t'expliquaient à l'époque « non, la révolution Spotify est numérique, non, je vais continuer à vendre des CD ». Ok, Perdu. Allez, bon courage. Tu peux prendre ton bâton de pèlerin et expliquer que c'est pas bon. Moi, la façon dont j'essaye d'intégrer ça, déjà, c'est pour ça que j'aime pas quand les gens parlent de trend Gen Z. Trend, ça voudrait dire qu'il y a ceux qui ont raison. C'est l'establishment qui t'explique c'est quoi la bonne photographie de mariage. Et puis, il y a les 2-3 fous là, qui font leur truc, c'est une trend. Non, c'est des gens qui ont quand même vécu, remêlés aussi dans leur génération. Ils se sont pris le Covid dans les dents. Une inflation, enfin, tu en as parlé un peu, l'inflation d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 15 ans, où on t'explique que c'est pas que parce que tu trouves un boulot que tu vas réussir à acheter ta résidence principale. Bon, c'est une génération qui est un peu désabusée. Et donc, ils expriment dans leurs photos un truc qui est de dire non, mais moi, le parfait, j'y crois pas forcément. Enfin, le mariage, c'est La Belle au Bois dormant et le conte Disney. Non, il y a un peu plus de fissures dans ma... Et moi, j'essaye de le comprendre sous cet angle-là. Et donc, il y a un côté où c'est pas qui je suis, et moi, je veux continuer à proposer ce que je suis, mais cette photographe du week-end dernier qui veut acheter le fameux Contax G2, c'est quelqu'un qui a 32 ans, qui est beaucoup plus Gen Z, qui parle sur ses réseaux sociaux face caméra. Donc, c'est plus des gens que je vais intégrer dans mon équipe, en disant ces gens-là peuvent m'aider à comprendre ça. Le content creator, tu peux continuer à mettre des coups de coude dans la tête, et je le fais. Notamment sur la sortie des mariés, mais à un moment ils sont là et ils vont rester là, il n'y a pas de question. Puis maintenant le content creator, le week-end dernier, non seulement il avait son téléphone, mais il avait aussi un petit point and shoot qui sont des appareils des années 2000 là, et qui sont quasi pas professionnels, mais c'est des photos autres que téléphone, c'est comme ça. Et donc soit tu vas avec ça et tu commences à l'intégrer. Et de nouveau, pour revenir à cette histoire de deux cerveaux qui fonctionnent en même temps, le problème de ce métier-là artistique, c'est que les gens vont te booker pour ta consistance, ce qu'ils connaissent déjà. Greg Fink, si on le book, il fait ça, qui est grosso modo ton travail des 15 dernières années, ou des 5. Moi, tous les ans, j'ai 80%, c'est OK, c'est la consistance, c'est pourquoi les gens ils me bookent, et il y a 20% de qu'est-ce qu'on me propose de nouveau cette année. C'est la première année, cette année, où j'intègre du 35 mm film parce que je suis obligé de me pincer un peu. Je trouve que la qualité n'est pas aussi bonne que du moyen format comme j'en faisais à l'époque. Je trouve que des fois, c'est un peu sous-exposé. Les couleurs, elles sont un peu... ça jure un peu par rapport au reste. Bien sûr. Mais les clients réagissent très fort par rapport à ça. J'ai pas passé le step où je vais poster ça comme un hero shot sur Instagram, mais je l'intègre. Et donc, c'est pas 20% à la place de, c'est en plus. Pour répondre à ta question tout à l'heure, qui était de dire... C'est quoi le produit ? Le produit s'enrichit en fait. Et je me rappelle, 2014, le premier mariage que je photographiais avec Lavender and Rose, je suis bille en tête, moi je suis un film photographeur. Putain, toute la soirée en Ilford 3200. Et je me rappelle très bien Kerry de Lavender and Rose qui m'appelle après, qui dit Greg, tes photos de soirée sont un peu sombres quand même. Et puis il n'y a que du noir et blanc. Oui, il n'y a que du noir et blanc parce que moi je suis un photographe argentique. Positionnement fort. Exactement. Bon, aujourd'hui j'ai un flash déporté pro photo sur du Sony et tu as 300 photos d'after party qui sont des photos quasiment de concert, mais numériques. Parce qu'à un moment, c'était un blocage. Et donc, c'est pas venu à la place de, c'est venu en plus. J'ai toujours quelqu'un qui fait du 3200 pendant les speeches. Et maintenant, potentiellement, tu as du 35 mm en plus. Et donc, ça vient enrichir le produit et intégrer une tendance de marché. Mais du coup, parce qu'il y a aussi beaucoup cette question-là de avoir l'impression de se trahir. Je te donne un exemple. The Quirky, Béatrice et Jérémy, en fait, tu vois sur leur feed Instagram, parce qu'ils ont tout laissé depuis le début de leur carrière, tu vois l'évolution du style et du segment de clientèle. Tu vois.
Et en fait, la réaction souvent des gens, des photographes, c'est de se dire « Ouais, mais en fait, ils évoluent avec le marché et ils se transforment, tu vois ce que je veux dire, ils se travestissent pour répondre aux besoins du marché. » Et en plus, quand je discute avec Béa, parce qu'elle est venue souvent, en fait, elle ne vit pas du tout comme ça, en fait, parce qu'en fait, elle évolue en même temps que sa clientèle. Et voilà. Il y a la raison. Toi, quel regard tu jettes par rapport a priori, le même que Béa, c'est que est-ce que en tant qu'artiste, tu es censé rester les deux fers dans ton truc, quoi. Je te donne un exemple très concret, c'est que mon plus gros élément de différenciation quand je suis passé full-time en 2014, c'était je suis photographe argentique. Assez rapidement, quand les gens ont vu que ça marchait, tout le monde est arrivé. On fait de l'argentique, on fait de l'argentique, on fait de l'argentique. C'est l'époque où je rencontre Rim. Rim me demande de shooter ses campagnes. J'y connaissais rien à la mode, moi. Puis ça se voyait comme sur mes fringues sur le premier en parade. Je développe au fur et à mesure d'être au contact de Rim et de travailler sur les moodboards pour elle, un œil fashion. Bah, je sais pas, je me vends pas comme fashion photographe, mais je développe un truc. Et puis elle me pousse tout le temps là-dedans en disant ça c'est un peu trop ça, je fais plutôt ça, la mariée tu lui fais lâcher les cheveux, machin truc et tout. Bon, c'est devenu ma deuxième différenciation fashion. C'est pas du tout qui j'étais en tant que photographe et en tant qu'artiste quand j'ai photographié mon premier mariage en 2010. Donc, est-ce que tu es censé camper en permanence dans tes trucs ou est-ce que tu as le droit d'évoluer en tant qu'artiste? Et je vais un peu plus loin, c'est de quoi te nourris-tu? Je trouve que c'est un gros problème aujourd'hui. C'est quoi ils appellent ça en anglais le creative diet. Si tu regardes les Kardashians et que tu passes 3 heures par jour sur TikTok, ça va pas t'aider dans ton art. J'entendais un photographe la dernière fois, je sais plus, dans un podcast, j'écoute beaucoup de podcasts, qui disait toutes les saisons, tu te dis, je prends un film et un bouquin et je vais en profondeur sur l'analyse de ces trucs-là. Alors des trucs... Moi, par exemple, j'avais jamais vu... Tarantino est un de mes réalisateurs préférés. J'avais jamais vu Once Upon a Time in Hollywood. Bon, je me suis lancé dedans depuis un mois. C'est un chef-d'œuvre. Je comprends pas comment je l'avais raté, celui-là. J'ai déjà vu 3 fois et j'analyse tout. Et quand tu te dis réalisateur, un film, c'est quand même un barouf, j'allais dire. Un Barnum. Où tu as quand même un paquet de gens qui travaillent. Les gens... Tu prends un mec comme Nolan, il va bosser pendant 2 ans sur ses films. T'as quand même le droit de le regarder plus qu'une fois en faisant de l'editing à côté, dire, tu vois. C'est 3 étoiles ou c'est 5 étoiles. Exactement. Il y a un autre truc, en ce moment Netflix, ils ont lancé une série sur Ripley, la série est toute en noir et blanc. Bon, bah tu regardes la série en noir et blanc, il y a beaucoup de symétrie, tu sors de ça, t'as envie de shooter ton Leica en mode monochrome. Donc t'as le droit aussi de te nourrir et d'avoir envie d'autres choses. Pour moi, c'est pas forcément te trahir que de t'enrichir en tant qu'artiste. Ouais, mais je pense que cette vision-là, elle vient du fait que tu t'enrichis, mais orienté vers le marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, ça n'est pas de toi. C'est juste que, ok, je m'intéresse à ce mouvement parce que c'est les dernières tendances ou c'est les derniers trucs. Tu vois, c'est un peu différent. Tu vois, c'est pas une évolution qui est drivée que par toi-même. Elle est drivée aussi par ce qui se passe sur le marché. Et c'est là où on peut remettre en question pas la légitimité, mais la sincérité de la démarche. Elle est pas que mercantile. Hein. Enfin, tu parlais justement de travestir. Prends un mec comme Bowie dans la musique. Prends tous les albums de Bowie. Bon, il te sort un album, on va dans l'espace. L'autre d'après, il est maquillé. Et il a une citation que j'adore d'ailleurs qui dit, alors il le dit en anglais, en français, ça donnerait if it works, it's already outdated. En gros, si ça marche, c'est que c'est déjà passé de mode. Et c'est ce que je remettais en question au début de l'interview, de dire le succès est le plus grand ennemi aujourd'hui de l'artiste. Parce que si tu es là en mode, bon, bah, la formule que j'ai, elle fonctionne. J'ai mon Sony, mes 3 focales fixes, c'est parti, le client de toute façon il va kiffer. Ok, attention, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, tu as des mecs qui arrivent, qui proposent quelque chose de différent. Donc l'idée, c'est pas d'être à l'affût des tendances parce qu'elles sont mercantiles et que tu peux les vendre, c'est d'être tout simplement en ligne avec ta génération. D'en parler avec Rim au téléphone quand j'ai justement sur le chemin d'ici en disant... Moi, mon fils qui a 8 ans me fait halluciner tous les jours, ils sont dans le truc, la 6, 7... Mais notre aussi. Et je pourrais le regarder en disant, t'es un con. Allez, arrête. Et t'essayes de comprendre leur langage, t'essayes de comprendre leurs termes. Ma fille, des fois, la musique qu'elle écoute, je me rends compte que je connais plus les gens. C'est un énorme problème. Et tu vois, j'ai de temps en temps des headliners sur les mariages, donc des gens qui bookent des célébrités. On a eu Bruno Mars il y a 6 mois. Bruno Mars, je connaissais. Mais là, aujourd'hui, les gens, ils me disent Olivia Dean, Tyla. Je dis, c'est qui ces gens-là, quoi? Ramenez-moi Charles Aznavour. Que fait Charles Aznavour? Il n'était pas libre. Donc je pense, il y a un moment, tu peux pas être déconnecté. Et il y a quand même un sujet
qui me fait peur, je t'avoue, puisque j'ai 46 ans et j'ai pris cette carrière tard. Je suis allé à plein temps dans ce métier, j'avais 34. Tout le monde aujourd'hui me dit, c'est quoi ton retirement plan? Jusqu'à quand tu penses faire ça? Je dis, les mecs, j'ai pas envie d'y penser parce que j'ai l'impression que je viens de commencer. Alors après, j'ai pas envie de me pointer avec ma canne et mes lunettes sur les mariages, si tu veux, mais il y a quand même un sujet générationnel. Tu peux pas être en décalage générationnel total avec les mariés. Je me suis dit, vas-y, les deux blaireaux de Gen Z, là, vas-y, on va les shooter pour la journée. Alors oui, je commence à avoir un problème. Quand je fais des blagues, maintenant, c'est les parents des mariés qui se marrent et les mariés me regardent, ils ont l'air complètement con. Mais donc, tu es obligé de rester en contact quand même générationnel avec ça. Donc, ma réponse à cette question qui est complexe, c'est arrêtons l'arrogance sur le sujet en disant ils n'ont rien compris, parce que ce truc-là, moi, j'ai entendu il y a 15 ans avec Instagram. Mais pour moi, c'est pas une question par rapport au photographe, ça, c'est une question... Je pense que c'est intéressant de rester en contact avec la jeunesse et dans la vie et d'essayer de comprendre les jeunes plutôt que de les juger. Je comprends. Juste une petite aparté, si vous êtes intéressé par les formations de Greg d'il y a 10 ans, pour le coup, au niveau business, et là vous avez en fait la dernière update, ou sur sa façon de shooter, parce qu'on a fait une formation sur comment tu shootes, ou si vous voulez aussi savoir comment vous adresser à des weddings, parce qu'on a aussi fait une formation avec Lavender & Rose, eh bien en fait on vous met les liens en description pour que vous puissiez passer vous aussi un step. Nous quand on a débuté, je sais pas si ça t'est arrivé, mais les tout premiers mariages, genre pour moi c'était 2009, un truc comme ça, mais je tombais parfois avec donc des vidéastes de l'ancienne génération, et c'est vrai que le regard qu'ils portaient sur les mariés, tu vois ce que je veux dire, c'était en total décalage, ils avaient plus enfin tu vois, c'était des vidéastes ou des prestataires qui étaient en fin de carrière parce qu'ils comprenaient plus ce qu'ils étaient en train de filmer, ils savaient plus pourquoi ils faisaient, en fait ils faisaient ça parce que ça ramenait un chèque à la fin du mois, et puis basta. Et j'ai trouvé ça, et moi quand je commençais, j'ai dit mais en fait c'est triste, si tu commences à considérer ton métier comme un pur gagne-pain, c'est peut-être le signe qu'il faut que tu arrêtes en fait. Il y a quand même un truc par contre positif par rapport à tout ça, c'est qu'à cette époque-là, le métier de photographe de mariage ou vidéaste de mariage était très mal considéré. C'était vraiment le parent pauvre de la photographie. C'est ce que j'allais te dire, pour moi je pense qu'on s'est lancé au bon moment. Il y a une espèce de... Mais ça a changé aujourd'hui. L'image que les gens ont sur le mariage, c'est plus la quatrième roue du carrosse. Les mecs qui faisaient des études de photo, ils voulaient être photographe de guerre, photographe de mode, mais alors tu disais mariage, c'était la honte quoi. Et José Villa le dit d'ailleurs lui-même, qui a fait une école de photo, il dit au début, je voulais que personne sache que je fasse du mariage. Ça a changé. Et donc ça, c'est quand même bien. Et je pense qu'une des raisons de ça, c'est, on parle beaucoup de l'IA, ça va nous piquer notre job, etc. Moi, je pense que ce métier, il est là pour rester, parce que c'est un métier qui est profondément humain. Je pense que le mariage, on peut dire ce qu'on veut, les gens se marient plus, ils se marient plus tard, etc. Je pense que ce qui nous reste dans ce monde plastique, artificiel, qui va très vite avec l'inflation, avec des guerres partout, c'est des célébrations familiales. Alors, toujours peut-être un peu plus dans d'autres cultures qu'en France, mais c'est quelque chose qui reste ancré, et parmi ça, le mariage, c'est le roi. C'est la célébration par excellence. Bon, si tu veux, mets-moi un robot IA qui fera mes photos, je pense que... Tu as besoin d'un humain, je pense. Tu as besoin d'un humain et tu as besoin de photos, justement, qui vont aller chercher. C'est ce que je disais au début de l'interview, de dire... des photos qui font bouger, des photos qui vont chercher quelque chose de plus, et pas juste, oui, la photo, elle est belle, et les fleurs, elles sortent bien, quoi. Donc, essaie de t'imaginer, tu es dans une salle, il y a 2000 personnes, c'est la jeune génération de photographes de mariage, français, on va dire. Ils t'écoutent religieusement, ils sont venus là pour écouter le grand Greg, le grand Skippy. Qu'est-ce que tu veux leur adresser, qu'est-ce que tu leur dis à cette jeune génération? Qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Le courage. Le courage, je pense que c'est ce qui me manque cruellement aujourd'hui dans notre métier. C'est pas le talent, tu l'as dit, il y a plein de gens qui ont du talent. La partie business, il y a des gens qui l'adressent plus ou moins bien. Si tu sais pas l'adresser du tout, tu trouves des aides. Le courage, et je l'avais dit quelque part d'une certaine façon il y a 10 ans, on disait attention les gars, dans 10 ans, 95% seront dehors. Bon, il se trouve que ça fait 10 ans, 95% sont dehors. Je sais pas, je connais pas tout le marché, et puis je connais pas très bien le marché français, mais moi j'étais avec plein de noms super sympas à l'époque qui tournaient bien. Je dis mais elle est devenue quoi? Elle a changé de métier. Donc c'est le courage, c'est que si tu crois fondamentalement à ce que tu fais, et ce métier-là c'est un métier passion. Je pense que si toi qui connais bien les statistiques, je pense qu'à mon avis si tu fais un référendum, tu dois arriver tout en haut des métiers reconversion passion, les tops quoi. Les 9000 cigarettes, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait tu es passionné de photo, hop, et pourquoi j'en ferais pas mon métier? Exactement. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui effectivement il y a de plus en plus de monde qui est passionné de photo,
Parce qu'on vit dans un monde où les plateformes photos sont très importantes, notamment Instagram, les réseaux sociaux. Et donc c'est le courage. Est-ce que vraiment au fond de toi, tu es prêt au sacrifice qui fait que tu vas t'accrocher sur le long terme? Et si tu as ça dans le bide, ça va marcher. Les sacrifices, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils vont dire non mais lui, il arrive encore avec son costard, il fait 1 million de chiffre d'affaires, il nous explique qu'il a fait des sacrifices. Ce qui est vrai. Enfin, c'est le retour que tu vas avoir, c'est sûr. Ouais, mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, regardez l'interview d'il y a 10 ans. Les chiffres, c'était pas les mêmes. Tu vis pas forcément très bien avec les chiffres tu vis, mais pas au niveau avec les chiffres de l'époque. Encore moins avec ceux de 2009. Donc les sacrifices, c'est quoi? Les sacrifices, c'est se dire, le 1er janvier, tu sais pas combien tu vas te payer de cette année. Ça, c'en est un. Le deuxième, c'est de dire, pour certaines personnes, ça les pèse, cette année, je vais passer 30% en déplacement et je vois pas mes enfants tous les soirs. Ça va en être un autre. Un troisième, ça va être de dire, on est en période de Covid. Il se trouve que je suis entrepreneur, manque de peau, ma femme aussi. Pendant 2 ans, on va se retrouver sans revenus. Est-ce que tu as planifié ça? Ça aurait été facile de dire, allez, on repart consultant. Est-ce que tu t'accroches ou est-ce que tu plies les gaules? Un autre sacrifice aujourd'hui, c'est par exemple le fait que quelqu'un qui est très important dans mon business, c'est ma seconde shooter, dont j'avais déjà parlé à l'époque, c'est la même. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Elle a arrêté de travailler. C'était la meilleure photographe de mariage en Afrique du Sud. Elle a arrêté de booker ses mariages pour se dédier à Greg Fink. Je sens une certaine responsabilité sur son revenu aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, quand je book 2027, je dis 2027, il faut que je le book pour moi, mais il faut aussi que je le book pour elle. Donc, il y a aussi une responsabilité qui s'instaure par rapport à du staff, que tu dois avoir également. Bien sûr. Donc, c'est ça les sacrifices. Le sacrifice, c'est ton cerveau qui tourne en permanence et tu te réveilles à 3 h du matin et tu n'arrives pas à te rendormir parce que là, il y a des idées qui germent. C'est ça les sacrifices. Effectivement, je dormais mieux quand j'étais salarié. Quand tu étais salarié, tu étais couvert pendant le Covid, tu étais couvert si tu te retrouvais au chômage, tu t'étais couvert si tu n'avais pas de job. Moi, si j'ai pas de job pendant 6 mois, je me retrouve sans revenu. C'est ce type de sacrifice dont on parle. Mais pour moi, si tu mets les pour et les contre, si tu veux, les pour sont tellement fabuleux et positif et addictif aussi, sur cette liberté que ça génère, sur le fait d'être maître de ton agenda, d'à n'importe quel moment dire, dans 3 jours, on se casse à New York. Ouais, mais tu vois, là tu parles de ça parce que dans ton cas, ça se finit bien l'histoire, mais quand tu te lances, tu n'as aucune certitude par rapport à l'issue. C'est là le courage qu'il faut y aller. Alors j'espère que l'histoire n'est pas finie. Non mais... Pardon, excuse-moi. Mais quand je suis venu ici il y a 10 ans, je prenais des concepts en disant, moi je pense que certaines clés c'est celle-ci, tu suis ou tu suis pas, mais moi je pense que les clés c'est celle-ci. Il se trouve que ces clés pour l'instant elles fonctionnent. C'est des clés. Je dis pas que j'ai toutes les clés, je peux pas passe partout. Des clés, il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres voies. Moi c'est la mienne. Je dis pas que tout le monde doit la suivre, je dis pas que tout le monde a comme ambition de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, il y a des années où j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires et j'ai regardé mon travail en fin d'année, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le type de mariage et de client que j'ai envie de traiter? Parce que, je l'avais dit à l'époque, il y a 2 raisons pour lesquelles je book un job. La première, elle est financière, l'autre, c'est portfolio. Il faut toujours pondérer les deux. Si tu fais que des mariages financiers en te disant, les mecs en face, t'es vraiment des gros cons, il y a un moment, ça va te faire chier aussi. Il y a des gens qui font des burn-out par rapport à ça, quand bien même, ils gagnent très bien leur vie. Donc, c'est un métier complexe dans le sens où il faut toujours allier ces 2 cerveaux de artiste business, artiste business, artiste business. On sait qu'être entrepreneur en France aujourd'hui, c'est peut-être le pays dans lequel c'est le plus compliqué. Il ne faut pas se voiler la face non plus sur le sujet. Donc, il y a des gens à l'époque qui me disaient c'est suicidaire. C'est intense, ça, quand même. C'est un peu intense. Moi, je me rappelle, j'étais en école de commerce et j'ai vécu ensuite 1 an aux États-Unis. Et je suis rentré des États-Unis en disant, putain, j'ai découvert un truc génial qui s'appelle Starbucks. C'est des coffee shops. Ça n'existait évidemment pas là. Et en France, il y avait le café PMU, où tu prends ton petit noir sur le zinc. Et je suis rentré des États-Unis en disant, putain, c'est génial, je vais lancer des coffee shops en France. Les mecs m'ont regardé en disant, ça ne marchera jamais. En France, il y a cette culture de je prends le café sur le bar, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut aller contre vent et marée. Il faut avoir ça au fond de toi. Il faut, je pense, avoir la peau dure. Moi, j'ai aussi la chance d'être avec ma femme qui est entrepreneur également. Donc on se tire aussi vers le haut sur le sujet. On se soutient. On se challenge beaucoup. Voilà, c'est ça que je leur dirais. Pour répondre à ta question de départ, je leur dirais quoi? Si vous l'avez dans les tripes, si vous avez le courage, alors il faut y aller. Si tu devais tout recommencer de zéro demain, toi Greg, ça serait quoi ton plan d'action? C'est-à-dire que tu n'as plus d'Insta, tu n'as plus ton réseau. Ça serait quoi ton plan d'action pour te lancer en tant que photographe de mariage demain? Très bonne question. Parce qu'on l'a dit, il y a des outils qui vieillissent et aujourd'hui,
Instagram en fait partie, ça ne croît plus comme ça a pu croître à un moment. Moi, j'ai toujours contrecarré ça en disant il me faut mes propres plateformes personnelles. Donc déjà, le truc de base, c'est il faut un website super solide. Et donc, c'est à toi de créer ta vitrine sur lequel tu vas avoir un impact. Un impact, si demain Instagram change son algorithme et que tu disparais, t'as pas d'impact là-dessus. Donc j'ai toujours investi beaucoup d'argent sur mes sites internet et je suis d'ailleurs en train de réinvestir beaucoup d'argent sur un nouveau site internet parce que je trouve que le dernier est totalement désuet. Ensuite, je rebâtis un réseau, c'est-à-dire que je vais voir les gens. Attention, les gens, c'est pas les wedding planners. Les wedding planners s'en foutent de vous. J'ai toujours la question, comment je contacte les wedding planners? Je réponds sans arrogance, c'est les wedding planners qui me contactent. Ça sert à rien de les contacter. Ils sont contactés par 50 photographes tous les jours. Ils n'ont pas le temps d'aller prendre un café avec vous. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Par contre, à un moment, s'ils voient quelqu'un émerger, qu'il y a un client qui leur dit une ou deux fois « j'ai entendu son nom », donc je vais voir les wedding planners, je vais voir les lieux. Prenez un truc très con, c'est que vous faites le calcul du type de mariage que vous avez envie d'adresser. Je veux traiter des mariages où le budget est 50 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros, 2 millions, 10 millions. Vous allez identifier des lieux qui font ce type de mariage. Je l'ai dit tout à l'heure, Katie, que j'embrasse au domaine de Patras, fait des très beaux mariages, mais pas du tout dans mes budgets. J'aime beaucoup les domaines de Patras, je les adore, on a passé beaucoup de temps là-bas, je ne travaillerai jamais là-bas. Enfin, pour l'instant. Si un jour je redescends en gamme, pourquoi pas, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est totalement déconnecté. Donc j'irai identifier quels sont les lieux qui font le type de... J'irai les voir, j'irai toquer à leur porte. Bonjour, voici ma brochure. En 2014, je me rappelle, je ne sais pas si je l'avais ramené pendant la formation, j'avais imprimé une brochure. Bon, moi, plus personne n'a en tête d'imprimer une brochure aujourd'hui. Moi, je l'ai recommandé à quelques personnes que j'ai eues en one-to-one. Imprime ta brochure. Bah, parce que c'est différenciant, en fait. C'est différenciant. Et si c'est une belle brochure sur un beau papier avec des belles photos, le geste de la déchirer et de le foutre à la poubelle, il est un peu dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un mail que tu C'est pas un mail que tu bases. Tu vas la laisser là, et puis tu vas imprimer quelque chose. Donc, je vais repartir de zéro en disant de nouveau comment je me différencie, qui est un mot sur lequel on a beaucoup accentué il y a 10 ans. S'il faut faire une brochure papier, je fais une brochure papier. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait mes 15 ans sur le marché. J'ai imprimé un book de 150 pages en disant les 15 ans de Greg Fink. Je l'ai envoyé à 150 contacts. Il y avait des wedding planners, il y avait des fleuristes. Ça m'a coûté un vrai ticket. Mais j'ai pas eu beaucoup de retours. J'ai eu 3 personnes qui ont posté sur Insta ou qui ont dit merci pour le book. J'étais un peu déçu d'ailleurs. Mais c'est fait. Ça fait une impression. Et donc, c'est des pierres à l'édifice comme ça. Donc, si je vais réfléchir à comment je peux faire différemment, comment les gens peuvent imprimer mon nom, quand bien même j'ai plus de plateforme, etc. Pour le coup, je voudrais revenir sur les weddings, parce que j'ai pas trop bien compris. Tu as dit, bon, elles s'en foutent de vous, les weddings, mais tu as dit après, il faut les contacter quand même? Oui, non? Parce que j'ai pas trop compris, pardon. Non, elles s'en foutent si tu leur envoies un mail. Ah, Moi, les gens me disent, j'ai envoyé un mail, je vais proposer un café. Tout le monde fait ça. Ouais. Donc, moi, Lavenner and Rose, qui est une relation maintenant de 12 ans. Le mariage ce week-end est avec elle. Okay. Je les ai rencontrés sur le workshop en 2014, Feather and Stone, où j'étais photographe amateur. Ça a commencé par une relation personnelle. On a pris un verre, on s'est bien entendu, c'est devenu des copines. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens que tu vas rencontrer et il va rien se passer. Pour moi, j'ai contacté un wedding planner, ou en tout cas je l'ai rencontré, et ensuite j'ai entretenu une relation. Si vous dites, OK, la liste des wedding planners en France, voilà les 100, je vais leur balancer un mail en leur proposant un café. Tu vas avoir 99% de non-réponses. Donc trouve un moyen. C'est pour ça qu'il existe des conférences. Je vais à une conférence, je vais rencontrer telle personne. Peut-être que c'est elles qui vont vous contacter. Ça, c'est un énorme problème aussi que je vois. Des wedding planners qui contactent des photographes pour avoir un service. Greg, on veut, ou tel photographe, on veut un behind the scene de tel mariage. Ok. Donc, tu sais pas toi le photographe de l'event. Non, c'est pas toi le photographe, on veut juste des photos behind the scene, ou on veut une séance portrait de nous, etc. Première réponse des photographes, combien tu payes? Non. Parce que c'est un moyen de bâtir une relation, peut-être? Mais bien sûr, c'est un investissement, c'est une graine que tu vas semer. Moi, tu me dis ça demain avec quelqu'un que j'ai pas photographié, mon mindset, c'est je vais faire un behind the scene gratos, je vais leur montrer que les photos, elles vont être mieux que le vrai photographe. Et évidemment que je ne vais pas demander d'argent. Donc, c'est toutes ces choses-là où on est de nouveau dans une notion d'investissement. Mais
Moi, une de mes citations préférées, c'est le sens commun n'est pas si commun. Ouais. Il y a un moment, il faut juste un moment travailler de manière smart. Enfin, j'ai une autre question souvent sur les frais de déplacement. Mais Greg, les frais de déplacement, t'as envie de le faire ou t'as pas envie de le faire ce mariage? Tu vas vraiment te tirer une balle dans le pied parce que tu as une demande dans les Caraïbes, à Hawaï et tout, dire non mais les billets d'avion, ils me coûtent 678 euros. Tu vois ce que Je rigole. tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois très bien. C'est que les mêmes personnes qui vont dire non mais j'ai acheté un nouveau Mac puce M5 Max pour 5800 euros. Non mec, la prochaine fois tu gardes ton ancien ordinateur et puis tu investis le billet pour aller gratos dans les Caraïbes parce que ça va te faire un super portfolio et tu perds pas le job parce que t'as pas investi sur les travel fees. Tous les ans, je m'assois sur des frais de travel. Et mes niveaux de marge d'un wedding à l'autre ne sont pas les mêmes. Un mariage en France marche beaucoup plus qu'un mariage au bout du monde parce que le mariage au bout du monde, si le mec, je lui annonce les vrais travel fees pour moi et mon équipe de 5, il va dire merci, on passe, on a un mec plus proche. Ouais, je comprends. Cette question de la gratuité, et les gens, ils ont une aversion contre la gratuité. Mais en fait, je leur dis, mais c'est jamais gratuit en vérité. Tu te payes en fait. Mais c'est juste que c'est pas. Mais en fait, ce qui est C'est juste, marrant, c'est pas c'est du cash sur ton compte. qu'ils ont une aversion par la gratuité parce qu'ils ont l'impression de se faire léser C'est ça. en disant non, mais moi je suis un artiste, mon travail mérite rémunération. Mais la réalité, c'est que ce que tu factures au quotidien, c'est là où tu te fais léser. Donc en fait, c'est pas parce que tu investis sur tel ou tel événement que le mec te respecte pas, etc. C'est une première. Alors après, c'est le wedding planner, il t'appelle 10 fois dans l'année en disant 10 fois il me faut des photos Oui. gratos, là tu sais dire stop. Mais combien de fois je l'ai fait, je continue à le faire. J'ai des wedding planners, toujours, avec qui j'ai jamais travaillé, qui me disent Greg, on est désolé de te demander ça, mais bon, le client, il a pas un super. Bon, c'est toi qui décides. J'ai eu la discussion la semaine dernière. Très grosse planner américaine, un mariage au mois de décembre à Antigua sur un yacht. Le client n'a pas de budget. Bon, alors, il fallait pas commencer par le début de ta phrase. Mais il se trouve que c'est la réalité, c'est qu'elle a mis tout le budget de son mariage dans le yacht et qu'elle ne savait pas qu'il fallait rajouter tous ses prestats. La planeur m'appelle et me dit « On est désolé de te demander ça, on fait jamais ça. » Ouais, c'est ça. Là, la question, c'est de dire est-ce que tu as envie de travailler avec cette planeur ou pas? Si la réponse est non, merci, désolé, je suis déjà pris, ou voilà mes tarifs, je ne fais aucune exception. Cette planeur-là, ça fait 4 demandes qu'elle m'envoie, 4 portes que je me prends. Je lui ai dit texto dans les yeux, écoute-moi bien. T'es un des noms que je veux et que je dois cocher, donc je vais faire cet effort-là sur celui-là pour qu'ensuite on travaille ensemble, parce que je veux te montrer ce que je sais faire. Elle dit non mais Greg, on essaye, c'est pas nous, c'est les clients, il n'y a pas de problème. Donc oui, je vais y aller. Bon, il se trouve que c'est en décembre, donc c'est plutôt hors saison, etc. Et je vais me mettre les tripes par terre pendant 3 jours sur ce wedding-là, pour lui montrer que je suis le meilleur des photographes avec qui elle ait jamais travaillé. Et ensuite, t'inquiète que ça va tomber. Donc, si tu approches le truc en disant non, mais elle se fout de ma gueule, oui, bon, ok, libre à toi de dire non. Par contre, tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, après ça se sait. Greg Fink, il est chiant, il fait pas d'efforts, machin truc et tout. Je trouve ça vraiment très rafraîchissant ce que tu dis. Genre, tu te dis, ok, t'as l'âge que t'as, 17 ans de carrière, t'as vu énormément de choses dans le mariage. J'ai l'impression que je discute avec quelqu'un qui a débuté, qui a la même envie que celui qui a débuté hier. Alors l'envie, elle est claire qu'elle n'a pas bougé et je pense une nouvelle fois que c'est la raison pour laquelle ça se passe bien. Je pense que du moment où tu te dis, j'ai la question tout le temps des photographes, non mais toi t'es arrivé, t'as fini le jeu. Non, je commence à le prendre très personnellement que Taylor Swift se marie dans 6 semaines et que j'ai toujours pas reçu le mail. Non, c'est le niveau de benchmark que j'ai. Ouais. Et quand tu prends un peu de recul sur ce sujet, tu dis, ça n'arrivera pas, parce que déjà les Américains ont un truc où les Américains travaillent entre Américains. Mais je vais le prendre personnellement. Et j'en suis à un point où je me dis, putain, j'espère que c'est pas quelqu'un que je connais. Ah. Donc réponse dans 2 mois. Mais donc j'ai ce niveau de compétitivité déjà, mais surtout oui, d'envie. Et je peux faire, je dis pas je peux faire facilement 1 million d'euros de chiffre d'affaires en trouvant des clients lambda tous les ans, mais peut-être. Mais non, je veux trouver les bons clients, je veux trouver les projets qui m'excitent et qui vont m'aider à toujours progresser, pas en termes de budget, mais en termes de ouais, les photos veulent dire quelque chose, cet événement avait vraiment du sens,
les photos parlent, et si je les ressors dans 30 ans, les gens disent, putain, peut-être que Greg Fink, il était pas trop mauvais, il savait shooter autre chose que 3 fleurs dans une allée de cérémonie, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier, c'était un plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Greg et à suivre ce podcast. Est-ce que tu veux un mot pour la fin? Est-ce que tu veux dire un dernier mot? On se revoit dans 10 ans. Exactement, et on fait la même chose et on voit où on en est chacun. Merci infiniment. Merci vraiment, Xavier, c'est un plaisir. Très honoré de t'avoir ici. C'est mon plaisir, merci. Je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Eh ben, ça doit faire... 15 ans? Ouais, 15 ans. Ouais. Allez, parfait. Désolée, mais alors là, Bah, mais je suis comme je suis, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas aussi beau que Greg, c'est pas grave. Je survivrai. Allez, 1, 2, 3, babubi bobu. Bonjour et bienvenue sur le... T'inquiète pas, je me chauffe. Aujourd'hui, on accueille Greg Fink. Il faut que tu sois prêt à ça. Sans doute le photographe de mariage français le plus connu et reconnu dans le monde. Bonjour, T'inquiète, Greg. je suis prêt. Ouais, déjà, le sans doute est de trop, je trouve. Bon, on va la fermer. Je rigole. Et j'ai fait un podcast là, il y a 15 jours qui était super avec un vidéaste qui s'appelle Pierre-Alain Mouton. J'avais un peu défloré le truc en disant c'est dommage que sur le marché français, je disais grosso modo, ça me fait chier de pas avoir quelqu'un avec qui compiter. Et je cite, je dis putain, mais Xavier Navarro qui a posé son 5D Mark II il y a 15 ans, c'est la plus grosse connerie. Putain, on serait tout en haut tous les deux, mec, on s'enverrait les jobs. Putain. Mais je dis ensuite, il se trouve qu'il est passionné de ce truc de formation. Il est con, le gars, il est con. Il est con. Et puis il y a sa femme qui est pas capable de lui mettre les idées à l'endroit, ça fait maintenant 10 ans. Quoi. Attends, déjà à la base, il voulait être transporteur de guerre. Ça me fait toujours penser au sens de la fête. Quand il y a Jean-Paul Rouve qui dit je crois que je vais retourner sur les scènes de guerre. Et le mec lui dit sur les scènes de guerre, il n'y a pas les buffets. C'est ça. Anecdote de fou d'ailleurs la semaine dernière. Est-ce que tu as vu ce reportage sur Netflix qui s'appelle Les escrocs de la crypto? Un des 3 mecs, c'était le marié. Allez. Et sauf qu'on le savait pas. Et le vidéaste, il dit putain, mais ce mec me dit quelque chose. Et il a fait des recherches. Le mec a un show Netflix, il a détourné des millions de dollars. Il dit, tu peux me photographier avec ma Bugatti, il avait la Richard Mille au poignet, etc. Et le mec, il a détourné. Donc je me disais, putain, mais. Et je dis, moi, je veux quelque chose de plus profond, je veux retourner sur les scènes de guerre. Et là, il y a mon assistante qui me dit, bon, tu sais, sur les scènes de guerre, ils ont pas les négros. C'est parti. C'est bien, tu mets à l'aise.